J'habitais l'immeuble Air France, Ok. à côté de l'immeuble Québec. Quel signe incroyable, l'immeuble Air France. Ah, exact. Quand tu es jeune et que tu as une passion, tu as besoin de gens derrière qui puissent te tirer. Ouais. Et qui puissent te réconforter, qui puissent te donner les bons conseils. Ouais. Pour que tu enlèves ces préjugés et ces petites barrières. Et ça s'est très bien passé. Oui, oui. C'était ma première expérience aussi avec un avion qui avait une petite panne. C'est la sécurité au centre de l'aviation. Pour moi, le premier vol, il est incroyable. Et là, j'ai compris que réellement, c'est ça mon rêve. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. 3, 2, 1. C'est parti. Hello, hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur Spotify ou sur YouTube. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial pour moi parce que j'affronte une de mes phobies aujourd'hui. Vous devez vous demander... Non, en fait, vous avez déjà vu la vignette. Vous savez déjà qui je reçois et de quoi on va parler. Mais aujourd'hui, je reçois un ami. Je reçois quelqu'un qui s'envoie en l'air fréquemment. Je reçois quelqu'un d'aventurier. Quelqu'un qui visite le monde. Je reçois le First Officer Maodo dans le Off Show. Salut Olivier, alors. Maodo, tu vas bien? Ça va super et toi? En forme? Ouais, super en forme. Bien installé? Ouais, carrément, je suis bien. Tu es à l'aise? Ouais. Ok, parce qu'il faut que tu sois à l'aise parce qu'aujourd'hui, tu viens me guérir. Aujourd'hui, c'est une thérapie pour moi. C'est pas toi qui viens raconter ton histoire, tu viens m'aider dans ma thérapie parce que, comme je l'ai dit, c'est une de mes phobies. L'avion, je sais pas pourquoi. Mais depuis que je suis un peu plus adulte, voilà, quand je prends l'avion, je stresse trop. J'en connais une, Karel, qui va écouter ce podcast, elle va mettre un commentaire. Oui, je confirme. Tu vois? Tu vas bien? Ouais, super, ça va, je suis là. Bah, je suis content de te recevoir. Ouais, c'est un plaisir aussi, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on va apprendre à découvrir qui est Maodo, le First Officer. On va apprendre à savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pilote, ton parcours, et tu vas nous amener dans tes aventures. Mais d'abord, il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est la question la plus dure du podcast. Après, tout est tranquille. C'est aujourd'hui, à quelqu'un qui ne te connaît pas, Maodo, comment tu te présentes? Je dirais que je suis Maodo Ndiaye, Ouais. Sénégalais très fier de représenter le Sénégal déjà. Ouais. Et passionné d'aviation, de football. Ok. Je joue tout le temps au foot, hein. Ok. Toute la semaine, si je suis pas dans les avions, T'es sur le terrain. de foot, voilà. J'aime aussi le cyclisme. Ouais. Je fais beaucoup de vélo. Je suis un très grand sportif. D'accord. Parce que Vous pouvez le voir, hein. Regardez. Vous avez vu. Si je n'avais pas été, je dirais, Pilote. j'aurais choisi le foot. Ok. Parce que c'est ma C'est ta passion. Même avant d'aimer les avions, c'était le foot. Ok, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, Maodo, c'est un passionné d'aviation, de foot, de cycliste, 100% sénégalais. Sénégalais. c'est Ok, j'aime la description. Mais Ouais. t'inquiète, on va apprendre à te découvrir et tout. Donc toi, est-ce que toi, tu es né à Dakar? Je suis né à Dakar, ouais. Ok, né à Dakar. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, plus particulièrement au Dakar Plateau. Ouais, J'habitais l'immeuble Air France, ok. à côté de l'immeuble Québec. Quel signe incroyable, l'immeuble Air France. Ah, exactement. Eh, le destin, voilà. J'en ai marre dans ces épisodes de Dieu, tous les signes qui nous montrent. Quel C'est destin. ça, Il est c'est né ça. à immeuble Air France. Immeuble Air France. Et en plus, maman, elle travaillait dans l'armée. Ok. Elle était assistante sociale, donc elle travaillait au cabinet du général, au niveau de l'état-major Ok. général. Et l'immeuble où j'habitais, il y avait des pilotes militaires, Ah ouais? encore, voilà. Wow. Pilotes militaires, médecins militaires. Uh-huh. Donc c'était un peu ça. Uh-huh. Et donc du coup, chaque vacances, on partait en colonie Mhm. et on voyageait avec les avions militaires. Ok. Ah ouais, en plus, c'est pas les avions genre long courrier ou. Non. C'est avion militaire, ça va être une Avions de expérience. transport militaire. Waouh. Donc parfois, tu avais même les sièges de parachutistes. Waouh. On s'asseyait dessus. Et pendant le vol, pendant la croisière, ils nous ramenaient tous dans le cockpit. Pour Deux voir. par deux, on s'asseyait sur les sièges. C'était sympa. Et je pense que c'est de là où est née cette passion. Ok. Non, t'inquiète, tu vas nous amener. Donc toi, tu es des plateaux, Boy Dakar, Oui, Dakar. 100%. 100%. Tu as une grande famille?
Ouais, j'ai 3 grands frères. Ouais. Et j'ai aussi des demi-frères et 2 demi-sœurs. Ok. Et particulièrement, je suis le seul qui a totalement grandi à Dakar. D'accord. Parce que je suis le dernier de toute ok. la famille. Ok. Mes parents ont carrément un gap d'âge assez énorme par rapport à moi. Parce que pratiquement pendant mon enfance, mon papa était déjà à la retraite. Ok. Et ma mère n'en était pas très loin. Tous mes grands frères, ils ont fait l'école primaire à Saint-Louis. Ok. Et ma mère voulait toujours me garder près d'elle. Normal, c'est les derniers, bien sûr. Aussi, donc, bien sûr. Mais chaque année, en vacances, je partais à Saint-Louis, voilà quoi, pour étudier le Coran. Ok. Et jouer au foot. Donc, voilà. Et comment était l'enfance de Maodo dans tes souvenirs? Quand tu repenses à ton enfance, c'était comment? C'était vraiment très bien parce que j'étais dans de très bonnes conditions, je dirais. Et surtout l'environnement où j'étais, ça m'a beaucoup aidé parce que l'éducation a été au top. Ouais. Parce que j'habitais dans un immeuble où, et moi, c'était des familles de militaires très, très bien éduqués. Bien sûr. On avait même un gardien que le concierge était un éducateur pour nous. Ok. Parce que parfois, il nous arrivait de vouloir sortir et vouloir jouer au foot vers 14h. Dès que tu descends, le gars, il te dit hey, c'est trop tôt, tu remontes. Et donc, du coup, on a été très, très bien éduqués. Ouais, très on ne bien sortait encadré. pas de l'immeuble jusqu'à peut-être quand on a commencé à être vers l'adolescence, tout ça. Là, on commençait à sortir. Mais sinon, on était dans un très bon cadre de vie. L'école était à côté. Donc, franchement, je n'ai pas eu une enfance très difficile. Ouais, tu as des bons souvenirs. Très, très bons souvenirs, vraiment. Tant mieux. Et donc, on va passer la partie, tout ce qui est collège, école primaire et tout. Pourquoi? Parce que la question que je pose souvent à mes invités aussi, c'est tu sais, le lycée, c'est la période où tu commences un peu à t'orienter dans ce que tu veux faire. Est-ce que toi, quand tu arrives au lycée, tu as déjà en tête ton plan de tu veux être pilote? Ou est-ce que tu ne l'as pas encore? Et si tu ne l'as pas encore, dans ta tête, tu t'imaginais faire quoi et tu t'orientes vers quoi au lycée? Là, c'était très difficile. J'avais la passion, mais je ne savais pas comment le réaliser. Donc, tu l'avais déjà découvert ta passion avant d'arriver au lycée? J'avais une passion pour les avions, c'était clair. Ok. Mais je n'avais pas encore réfléchi au fait que je pouvais devenir pilote. D'accord. J'y pensais pas. Pour moi, c'était inaccessible. Pourquoi? C'était juste des préjugés. Ouais. Tu te disais, bon, tu vois le métier de pilote comme un métier d'astronaute, tu te dis, bon, ça doit être super difficile, je pourrais pas y arriver, quoi. Okay. J'ai pas le bagage technique pour ça. En fait, c'est vrai que tu te dis, quand tu fais la comparaison avec le métier d'astronaute, tu te dis, ouais, il faut que je sois premier dans tout. Exactement, il faut que je sois un crack, il faut que je sois calé en mathématiques, en physique, tout ça. C'est vrai que c'est les préjugés qu'on avait. C'est ça. Qu'on nous donnait, en tout cas plus jeunes, moi... pour moi, c'est ça, pilote, médecin, tout, c'est des métiers, il faut que tu sois tellement précis, tellement bon que... Et aussi, j'y mettais pas trop du mien. Par exemple, j'étais pas extraordinaire à l'école. Comme tout le monde. Un niveau moyen. Voilà. Comme la plupart d'entre nous. C'est ça, voilà, je vais pas mentir. Et donc pendant l'adolescence, j'avais qu'une seule vision. C'était quoi? Je voulais juste quitter le Sénégal. D'accord. Je voulais m'expatrier, genre faire mes études à l'étranger. Peu importe les études que je faisais. Mais toi, pour toi, c'était j'ai mon bac, je veux partir. J'ai mon bac, je veux partir. Okay. Je voulais juste changer. C'était un peu ça. Et j'avais pas trop d'idées. Je savais pas ce que je voulais faire. Je voyais les gens faire banque, assurance, télécommunications. Ça m'intéressait pas trop, mais bon. Vu que c'était la voie, allez, on y va, quoi. Tant que je peux partir, je fais, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est en seconde et en première que là, j'étais à Yala-Sorène. Et là, j'avais un groupe d'amis. Ils étaient aussi passionnés d'aviation que moi. Ok. Ils m'ont fait découvrir le Flight Simulator. Ok. C'est une application sur l'ordinateur. Et après, tu as un petit joystick. Ouais. Et ça te permet de faire des vols, des simulations de vols. Et là, il y a eu un déclic là. Alors, attends, avant que tu nous racontes Flight Simulator, parce que tu as dit que tu avais déjà un premier goût pour l'aviation. C'est ça. Est-ce que tu es capable, dans ta mémoire, de te souvenir de qu'est-ce qui t'a déjà donné ce goût pour l'aviation? Quel a été le déclic où tu t'es dit « Waouh, j'aime ça » ? En fait, tout le temps, comme je disais au début, pendant les vacances, vous partiez avec l'avion chaque militaire. année, on partait avec les avions militaires. C'était soit en Gambie, au Mali, et même pendant les vacances, je partais parfois à Ziguinchor. Et comme ma maman elle travaillait dans l'armée, donc il y avait, par période, tu avais des vols charters militaires.
qui allaient dans les régions. Donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre l'avion sans pour autant prendre les avions de ligne, tout ça. Ouais. Donc, j'ai beaucoup voyagé en avion avec les avions militaires. Et tout le temps, je voyais, par exemple, j'ai mon mentor, qui est actuellement le chef d'état-major de l'armée de l'air. Je ne vais pas citer son nom, le général Elagnian. À cette époque, on le voyait toujours en uniforme. Il travaillait pour la présidence, sur l'avion présidentiel. Et quand on le voyait arriver, tous les petits, on était fiers de lui. Mais bien sûr. On le voyait arriver avec dans son uniforme. Tu sais que c'est lui qui pilote l'avion présidentiel. Exactement. Il devait marcher au ralenti. Je suis sûr quand vous le voyez, il arrive, il marchait au ralenti. Genre... Tout le monde se lève pour aller le saluer. On arrêtait le foot pour aller le saluer. Il arrivait, genre, c'était comme Top Gun, quoi. C'était comme Tom Cruise qui arrive, tu vois. Et c'était, franchement, on était tellement fiers. Moi, je me voyais à travers lui, quand je me disais, waouh, je veux devenir comme lui, quoi. Et je pense que c'est une personne qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Avant même que je découvre que j'avais des oncles qui étaient pilotes dans ma famille et tout. Ah, il y a des gens... Ok. Donc, j'ai 2 cousins de ma mère qui sont pilotes. Mais j'ai eu cette info un peu tard. Plus tard, ouais. Donc, mais ton premier rôle modèle, en tout cas, c'était lui. Ouais, c'était lui. C'est toujours lui, même, je dirais. Parce qu'il m'inspire toujours et on est toujours en contact. Et il m'a vu grandir. Machallah. Et il m'a transmis cette fibre. Donc, tes premiers souvenirs, en tout cas, d'intérêt pour l'aviation, pour le métier, c'est ce monsieur-là. C'est ça. C'est l'armée. C'est l'armée. L'armée de l'air, voilà. Donc, au lycée, là, tu découvres Flight Simulator. Flight Simulator. Ça te fait quoi quand tu découvres ça? Je passais toutes mes nuits là-dessus. Ah ouais? Toutes mes nuits. Parce qu'en fait, le Flight Simulator, si tu veux, tu as tous les types d'avions. Tu peux les piloter. Pas besoin de faire tous les trucs que les pilotes y font, quoi. Tu prends l'avion, tu le mets sur la piste, tu décolles. Et les vols, par exemple, c'est si tu devais aller à Paris, par exemple, avec un avion, tu décolles de l'aéroport de Yoff, c'est le même temps de vol que tu ferais sur un vol normal. D'accord. Donc, ce que tu fais, en général, tu décolles, tu mets l'autopilote, tu vas dormir, quoi. Et après, tu mets un réveil, tu te réveilles, tu viens, tu atterris. C'est comme si tu le faisais en vrai. Donc, c'était tellement passionnant. Et franchement, je voulais en savoir un peu plus. Je passais mon temps là-dessus. Et c'est ça qui m'a permis de commencer à faire des recherches, à m'interroger. Mon entourage, demander des infos. Et je faisais des recherches. Comment devenir pilote? Je n'arrêtais pas de regarder. Air Crash, par exemple. C'est cette période où j'ai commencé. C'était pendant... Alors, je rigole parce qu'on parlait en off avant le tournage. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Air Crash, parce que je ne savais pas, j'ai demandé à Marodo ce que c'était. C'est une émission qui passe sur National Geographic. Et qui fait l'analyse un petit peu des différents accidents d'avion qu'il y a pu avoir et qui explique les raisons pour lesquelles il y a eu ces accidents. Exactement. Et je lui ai dit, donc toi, c'est des émissions de crash qui t'ont passionné à faire de l'aviation. Mais non, jamais de la vie. En fait, ça me semblait bizarre aussi parce que j'avais pas peur quand je regardais. Bien au contraire, j'étais super intéressé. Je me disais, waouh, c'était pour ça. Il y a eu le crash et tout. Donc, En fait, toi, c'était le côté explication qui t'intéressait. Genre, le fait de savoir comment il y a eu cet accident. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter? Voilà, les procédures. Et ça m'a amené à un truc que j'aime encore plus dans l'aviation, la sécurité. Parce que tout ce que les gens font, ça va dans ce sens. Sécurité. Et donc, et tout le temps, j'entendais l'avion est le moyen le plus sûr. Et moi, je voyais ces crashs, je me demandais pourquoi il dit ça. Et franchement, Air Crash, c'est une émission très, très intéressante. Tu as des experts, tu as des pilotes, voilà quoi, c'est super intéressant et ça retrace réellement l'accident, comment ça s'est passé. Parce que dans l'avion, tu as 2 enregistreurs, l'enregistreur phonique qui enregistre les dernières conversations de l'équipage et des contrôleurs et tout ce qui s'est dit et tout. Et tu as les enregistreurs de paramètres. Donc, ça te permet de voir les données de vol et tout ça et de faire une analyse. Donc, et tout ça, c'est juste pour la sécurité et c'est super, super intéressant. Vraiment, je n'ai jamais eu peur des crashs et tout ça. Même mon premier vol dans un avion, sans pour autant penser que je voulais devenir pilote et tout, je me suis senti à l'aise. Tu t'es senti chez toi, à ta place. Par exemple, la première fois que j'ai pris un bateau, c'était pas pareil. J'avais le mal de mer. Et de pas vomir et tout, mais dans l'avion, je me sentais... C'était tranquille, comme dans mon salon, quoi. Même mon premier vol en tant que pilote, j'étais juste wow.
J'arrêtais pas de sourire. Hein. On va y venir au premier vol, t'inquiète. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu sais, tu m'as rappelé Flight Simulator parce que moi, j'avais oublié ça. Mais le fait que tu en aies parlé, moi, je me rappelle, j'avais essayé de jouer à Flight Simulator. Mais en fait, moi, je suis un gamer passif. Quand je dis je suis un gamer passif, c'est-à-dire que tous mes jeux, je les mets en mode easy, je les mets en mode tranquille. Moi, je veux juste me détendre et jouer. Et quand je suis arrivé devant Flight Simulator, que j'ai vu cockpit d'avion, parce que pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Flight Simulator, c'est un jeu de simulation. Mais en fait, c'est plus qu'un jeu. C'est vraiment une simulation d'aviation où vous pouvez avoir tous les modèles d'avion, tous les cockpits au moindre détail près. Exactement. Tu es dans le cockpit, c'est juste que tu es devant un écran, mais tu peux apprendre. Il y a des gens qui apprennent à piloter. Et même, tu as des installations qui sont plus performantes parce que tu as des simulateurs. Par exemple, les pilotes, nous, pour nos entraînements périodiques, on va dans des centres de formation où tu as t'as un cockpit qui est refait. Simulateurs. Voilà. C'est le même cockpit d'avion qui est refait. Il n'y a aucune différence. Et le truc, il bouge comme dans la réalité. Il reproduit les jets et tout. Ça, c'est des simulateurs certifiés où même les heures que tu fais, c'est un peu considéré comme des piloté. Heures. Voilà. Ouais, okay. Donc, c'est là où on reproduit toutes les procédures d'urgence. Et en général, les tests qu'ils font en vol, tout ça, ils le font dans les simulateurs et tout ça avant de commencer. Donc, et tu as les simulateurs, quand tu descends un peu plus, les simulateurs où tu as que l'effet visuel. D'accord. Par exemple, tu as l'écran et tu vois, parfois, même dans les écoles de pilotage, on les utilise, tu as des écrans, tu es dans un cockpit, mais le truc, il ne bouge pas. D'accord. C'est juste la vision qui bouge. Okay. Et tu as les simulateurs aussi que tu peux avoir chez toi, où tu as un yoke, comme dans l'avion, tu as un panel où tu as des boutons et tout ça, tu as les palonniers. Voilà quoi. C'est un vrai univers. C'est un vrai univers. Et tu as le plus basique, où tu peux juste jouer avec la souris, le clavier, où tu as un petit joystick. Ouais, toi, c'est comme ça que tu commences, avec la souris, clavier, joystick. La souris. Après, j'avais un joystick. Ouais. J'avais un groupe de potes, on se passait il y avait un seul qui avait un joystick. Donc, chacun voulait l'avoir chez lui pour la nuit, jouer. Quand tu avais le joystick, tu étais le roi. T'étais le roi. Ok. C'était top, franchement. Ok. Et donc, Flight Simulator, tu le découvres au lycée. Au lycée. Et donc, est-ce que quand tu finis ton bac, tu sais que c'est ça que tu veux faire? Là, ça y est, t'es piqué, tu sais que c'est ça que tu veux faire? En terminale, c'est décidé. Okay. En terminale, j'avais fait des préinscriptions et tout ça, mais je me suis dit non, je ne vais pas faire quelque chose qui ne me passionne pas. Je ne connais rien en banque finance, je ne connais rien en télécommunication. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je sais que télécommunication, c'est les NTIC, tout ça. Mais je me suis dit non, attends. J'ai eu un petit déclic aussi en première, j'ai eu à faire un concours de l'armée de l'air. Ok. Mais j'étais encore un peu jeune et je pense que je n'avais pas encore un bon niveau. Donc, je ne l'ai pas réussi. Un concours pour rentrer dans l'armée de l'air? Pour être pilote dans l'armée de l'air. D'accord. Mais c'est une sélection très, très, très difficile. Okay. Je n'ai même pas passé le premier niveau parce qu'on était, je pense, au moins des centaines. Et c'était par phase. Ils éliminaient. En général, ils n'en prenaient que peut-être 3-4 personnes. Okay. Et il y avait des gens qui étaient déjà en bac plus de... Ok, ah oui, toi, tu étais en première, toi. J'étais en première, donc j'avais juste essayé, c'était juste pour un peu voir. Ça ne s'était pas très bien passé, mais en terminale, je me suis dit, là, il faut que je sois pilote. Ouais. Et la seule chose qui m'a découragé, quand j'ai commencé à faire mes recherches et que j'ai commencé à avoir les prix des études, je me suis dit, là, ça va être chaud. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème parce que, bon, je viens d'une famille modeste, on n'est pas super riche et tout ça. Je me dis, écoute, 80 000 € pour une formation de pilote. Wow. Pour 18 mois en plus. Ouais. Je dis ça à mes parents, ils me disent, même pas en rêve, quoi. Ah, c'est 18 mois seulement? C'est 18 mois. Ok. En fait, c'est des formations accélérées parce que si tu veux, en aviation, l'expérience est très importante. Par exemple, tu es jugé par rapport à tes heures de vol. Ouais. Après, bon, tu as une formation théorique derrière et tout ça, et tu ne t'arrêtes jamais d'apprendre. Tu ne vas jamais t'arrêter d'apprendre. Okay. Au fur et à mesure, tu évolues. Tu passes des certifications, tout ça, même en travaillant. D'accord. Non, mais en tout cas, pour commencer à rentrer dans le milieu, il faut au moins déjà faire cette formation qui, en accéléré, peut être 18 mois. 18 mois. Et si ce n'est pas accéléré, c'est combien de temps? Ça dépend. Tu as la formation AB Initio, en général, qui dure 18 mois. C'est qu'ils te prennent de ne rien connaître en aviation à devenir pilote. D'accord. Mais pilote pour quel type d'avion? Il y a certaines compagnies, ils ont un programme cadet. Par exemple, Air France, ils ont un programme cadet, mais c'est 18 mois. Mais en général, ils préfèrent que tu passes par l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Mais attends, tu fais 18 mois et tu peux piloter un avion de ligne? Un avion de ligne. Mais c'est pour ça, en fait, tu ne viens pas direct. Ouais.
tu es first officer. Tu es second officer en commençant. Donc, par exemple, quand tu es second officer, par exemple, on peut dire que tu ne fais pas les atterrissages. Tu fais peut-être décollage. Ça dépend. Il y a des conditions qui ne te permettent pas de piloter. D'accord. C'est du plus basique, quoi. D'accord. Maintenant, quand tu es first officer, tu pilotes. D'accord. Mais tu fais ce qu'on appelle un line training. Ça dépend. Certaines compagnies ils peuvent t'amener sur les gros avions directs. D'accord. D'autres, ils vont te mettre en progression. Tu D'accord. vas commencer sur un petit avion, le temps d'avoir un petit mûrissement. Après, au fur et à mesure, tu avances. D'accord. Mais aujourd'hui, en tout cas, un jeune qui voudrait être pilote peut aller dans une école en 18 mois, Devenir pilote. D'accord. Ça. Ok. Donc toi, quand tu vois ça, tu vois les prix, tu dis aïe. Aïe. Je me dis 18 mois déjà, je me dis waouh, c'est parfait. Genre, dans 18 mois, je peux commencer à travailler. Dans 1 an et demi, je peux toucher mon rêve. Exactement. Je me dis, ah waouh, c'est bon ça. Je dis à mes parents. Et en plus, les salaires derrière, c'est un peu à la hauteur des études. Parce que c'est comme un investissement derrière. Bien sûr. Tu investis sur un truc et après, derrière, tu as un bon salaire. Et je donne tous ces arguments à mes parents. Je leur dis, écoutez, voilà, c'est cher, mais quand même, derrière, ça peut se rattraper, quoi. Et ils me disent, écoute, il faut te rendre à la réalité. Cet argent, ça ne sort pas. Voilà, quoi. Donc, j'ai dû faire plus de recherches, regarder. Et j'ai commencé à comprendre qu'en Europe, c'était plus cher. Aux États-Unis, c'est un peu moins cher. Aux États-Unis, ils te demandent, par exemple, $40 000, $50 000. Mais jusque-là, c'est cher. Ah oui, non, bien sûr. Jusque-là, c'est cher, mais c'est quasiment 2 fois moins qu'en Europe. En Europe, exactement. Après, tu commences à comprendre un peu l'industrie, comment ça fonctionne, les différents pays et tout ça. Et pour dire que j'ai atterri en Afrique du Sud, finalement. Et ça, c'est des années plus tard. Parce que, bon, pour mon cursus, après le bac, mes parents voulaient que je fasse, parce que c'était comme mon frère, il avait fait pharmacie et tout. Et mon père voulait que je fasse soit médecine ou un truc, parce que j'étais pas mal en SVT. Donc, je me rappelle même, il m'avait amené chez un de ses amis qui était recteur, ou je ne me rappelle même pas de quoi, pour me convaincre. Il voulait t'amener dans la voie. C'est ça. Il voulait que je fasse biologie, un truc comme ça. Mais moi, je voulais pas. Je n'étais même pas intéressé. Ce jour-là, je me rappelle, à la sortie de notre entretien avec le monsieur, j'étais en larmes. Dans la voiture. Et mon père et ma mère étaient là. Ils me disaient, écoute, si tu ne veux pas, c'est pas grave. On va pas te forcer. Et là, j'ai eu un ouf de soulagement. Et c'est là que ma mère, je m'appelle, à ce moment dans la voiture, elle a fait genre, pourtant, tu as un oncle pilote. Je lui ai dit, ah bon? Je ne savais pas. Il me dit, ouais, tu as un oncle pilote et tout ça. Écoute, on va essayer d'aller le voir et tout. Et les mamans. J'ai commencé à être content, quoi. Ouais, là, t'as une bouffée d'air, tu dis. C'est ça, je me disais, wow. Et là, on l'appelle, il était à Dakar. En ce moment-là, il était à Air Côte d'Ivoire. Là, il était à Dakar. Donc, on va chez lui et tout. Je lui dis, voilà, quoi, je viens de le rencontrer parce que je me rappelle pas trop de lui pendant mon enfance et tout. Parce que, en général, quand tu es pilote, tu n'as pas vraiment une vie de famille, tu vois. Et voilà, on va chez lui, on parle, on discute. Voilà, je vais être pilote, tout ça. Il nous explique quand même. Voilà, les études sont très chères et tout ça. En général, tu as des concours que tu peux passer. Ça dépend des compagnies. Par exemple, Air Sénégal peut dire, écoute, j'ai un besoin en pilote. Je vais faire un concours pour essayer de recruter des jeunes et les former. D'accord. À cette période, on n'avait pas de compagnie aérienne au Sénégal. Si je me rappelle, je pense, non, on avait Sénégal Airlines. Mais il n'y avait pas de programme cadet, il n'y avait rien. D'accord. Donc les compagnies peuvent faire un appel, je veux dire, entre guillemets, comme un appel d'offres. C'est ça. Pour dire qu'en gros, on a besoin de pilotes. C'est ça. Venez postuler. Et nous, en gros, quoi? Ils prennent en charge la formation? Ils prennent tout en charge. C'était comme au temps de Air Sénégal International. Ils organisent des concours. Par exemple, disons, tu as besoin de 20 pilotes, par exemple. Tu lances un concours national. Tu dis, écoute, j'ai besoin que chaque candidat ait au moins un bac plus 2 en mathématiques et en physique. Et là, tu le lances au niveau national. Les gens, ils font, tu élimines, jusqu'à en obtenir tes 20 que tu veux. Tes 20 que tu veux. D'accord. Les 20 meilleurs. D'accord. Et là, tu leur fais leur formation. D'accord. Et après, donc, du coup, ils te sont redevables. Disons qu'ils vont signer un bond. C'est-à-dire, pendant 5 ans, tu travailles avec eux. Tu peux pas. Voilà. C'est comme ça que tu rembourses. D'accord, je comprends. Que tu fais. Je comprends. Donc, il y avait ces options, mais à cette période, il n'y en avait pas vraiment. Et lui, d'un coup, on discute. Il me dit comment c'est passionnant et tout. Et il m'explique. Et d'un coup, il me dit, mais attends, tu as un autre oncle qui est pilote.
Je lui dis, wow. Le Et destin. il explique à ma maman et il lui dit, écoute, tel, c'est un pilote aussi. Et il a sa compagnie. Oh, wow. Je lui dis, wow, ok. Et il me dit, écoute, on va aller le voir. Je lui dis, ok. Et on a organisé le truc, on est allé le voir et tout. Et on s'assied. C'est lui qui m'a fait encore plus rêver. Ah ouais? Franchement, il m'a fait rêver de ouf. Pourquoi? Franchement, quand il me parlait de comment il avait fait sa formation aux États-Unis et tout, et il avait aussi galéré en fait. Ok. Donc je me voyais un peu en lui parce que il me parlait il avait commencé à l'aéroclub. À l'aéroclub de Dakar ici. C'est D'accord. lui qui m'a orienté là-bas en fait. D'accord. Il m'a parlé de l'aéroclub, il m'a parlé des petits vols qu'il faisait à gauche, à droite et comment il est arrivé aux États-Unis. Il m'a transmis encore une fibre encore plus grosse. Mes 2 ans qui m'ont vraiment galvanisé, ils m'ont boosté. Ils m'ont boosté. Et je pense dans ce métier, c'est de ça que plusieurs jeunes, ils ont besoin, quoi. Par exemple, quand tu es jeune et que tu as une passion, tu as besoin de gens derrière qui puissent te tirer et qui puissent te réconforter, qui puissent te donner les bons conseils pour que tu enlèves ces préjugés et ces petites barrières. Des gens qui te montrent que c'est possible. Exactement. Des gens qui te montrent qu'ils sont passés par soit le même chemin que toi quand tu étais dans tes périodes de décision, soit même ils ont eu des conditions pires que toi, mais ils ont réussi à y arriver. Et c'est pour ça que, tu vois, pour moi, c'est important de te recevoir aujourd'hui parce que c'est ce qu'on essaie de transmettre. C'est ce qu'on espère, c'est que qu'un jeune ou quelqu'un regardera ce podcast un jour et il se reconnaîtra dans ton parcours et il se dira, moi aussi, je vais être pilote, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens comme toi qui font les choses réellement au quotidien et de leur montrer que c'est possible. Donc, tu rencontres ce nouvel oncle. Et voilà, lui, il me dit, écoute, moi, et c'était dans le sens de convaincre ma mère parce qu'elle était là et j'avais mon grand frère aussi. Et il lui fait genre, écoute, il est pilote, dès qu'il finit sa formation, moi, je le prends. Ok. Déjà, donc, c'était un boulot assuré, quoi, avant que tu... C'est pas évident, quoi. Donc, tu te dis, écoute, moi, j'ai ma compagnie, dès qu'il finit, je le prends. Ok. Et donc, c'était une option, déjà, où de ma travail. mère commençait à réfléchir. Elle se disait, écoute, donc c'est possible. Et il lui fait genre, écoute, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de fonds et tout ça. Moi, ce que je lui conseille, c'est de commencer à l'aéroclub. Ok. Le temps de rassembler tout cet argent et tout ça. Et voilà. Moi, je ne connaissais pas l'aéroclub. Je viens de connaître l'aéroclub. Et voilà, ma mère me dit, écoute, donc va voir à l'aéroclub comment ça se passe et tout. J'appelle à l'aéroclub. Ils me disent où c'est, ils m'expliquent. Et le lendemain, je pars. Tu perds pas de temps, direct. Je perds pas de temps. Je viens, je regarde l'aéroclub. Je vois les petits avions. C'était la première fois que je voyais des petits avions. Genre, franchement, j'étais super content. Genre, je me disais, waouh, ça va peut-être se réaliser. Quoi. Mais c'était juste un début. Peut-être, je dirais que les problèmes commençaient là. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Tu te disais, oh, écoute, voilà la solution. C'était pas la solution. Bon, je viens à l'aéroclub quand même. Et voilà, la dame qui m'avait accueilli, la secrétaire est super gentille. Elle me montre tous les formulaires et tout ça. L'heure de vol était à 110 000, je pense. Donc, j'ai fait le calcul. Ils m'ont dit, écoute, tu dois faire 45 heures de vol. Avec les manuels, tout ça, ça te revenait à 8 millions. Quoi. Déjà, c'était cher. Hein. Je me disais, oh, c'est sûr que les parents, ils vont dire non. Ils vont dire non. Je me dis, écoute, je vais tout prendre et tout. Je prends tout. Je viens voir les parents. Je leur dis, écoute, voilà le truc, je peux l'étaler. Les vols, c'est pas la peine que je les fasse tous ensemble et tout ça. Et même pour payer, c'est au fur et à mesure, chacun avec son propre compte. Et chacun comment il avance et tout. Je leur explique tout, mais jusque-là, ils sont pas trop convaincus. Ils me disent... Parce que si je comprends bien, c'est pas un programme que tu as à faire en 6 mois. Là, c'est toi, quand tu veux venir, tu réserves, tu viens faire ton cours. C'est ça. Donc ça peut te prendre 1 an, 2 ans. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'accord. Donc tu as possibilité d'étaler. D'étaler, c'est ça. Mais bon, plus ça se rapproche, plus c'est simple. Parce que c'est un apprentissage. C'est comme l'auto-école. Ouais, bien sûr. Donc du coup, déjà, je commence par la première partie qui est les visites médicales. Donc pour être pilote, il faut vraiment avoir une très bonne santé. Et là, j'étais vraiment stupéfait. Et ça me passionnait encore davantage. Quand j'ai vu toutes ces visites médicales que je devais passer, que je n'avais jamais pensé que j'allais faire même dans ma vie, je commence... Celui qui m'a le plus intégré, c'était l'électroencéphalogramme. Ok. Et tu viens, tu es allongé dans une
pièce Uh-huh. et on te met des électrodes sur la tête Uh-huh. pour regarder ton activité cérébrale. Et tu fermes les yeux, il y a une lumière qui s'allume et qui s'éteint devant toi pour voir comment ton cerveau réagit. C'était tellement bizarre. Ah ouais, on s'imagine pas tout ça. Je te promets, genre, c'était une première et bah, pour voir si tu n'avais pas des anomalies ou bien Ok. si tu fais pas l'épilepsie, je pense, Ok. des trucs comme Ok. ça. Voilà, après, bon, on te donne une série d'analyses à faire et après, tu le ramènes chez un médecin aéronautique. Ok. Donc, je fais l'électroencéphalogramme, je vais faire un électrocardiogramme, Ouais. je vais voir ma vision chez l'ophtalmo, je fais un audiogramme. Ils te mettent dans une cabine, tu mets des casques Mhm. et ils te passent des sons sur différentes fréquences. Mhm. Et quand tu entends le son, tu dois Appuyer. tu Oui. appuies un bouton pour voir ton audition, comment elle se comporte. Radio des poumons, des sinus, analyse biologique, Mhm. le sang et urine. Tu vois. Donc tu fais toute une panoplie de trucs. En fait, tu sors de là, tu sais que tout va bien. Non, tu te dis, c'est comme si tu allais dans l'espace. Oui, un donc peu. clair. Voilà. Après, voilà, tout se termine. Tu vas voir le médecin, tu le ramènes tout, il regarde tout. Et lui, il t'ausculte. Ouais. Il te fait 2 petits tests. Et après, là, il te signe un papier pour dire que tu es apte. Ok. Donc là, quand tu as fini tous ces tests, tu as un papier qui dit que tu es officiellement apte physiquement. À pouvoir suivre des cours de pilotage. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle une visite médicale. Et tu as plusieurs classes. Il y a classe 2, classe 1. Mhm. Et la classe 2, en général, c'est celle que tu utilises quand tu commences. C'est une période de 2 ans si tu as moins de 40 ans. Mhm. Et que si tu as plus de 40 ans, c'est après une année, tu dois la renouveler. Ok. Donc moins de 40 ans, tu dois refaire cette visite médicale tous les 2 ans. Tous les ans. Ah oui, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et quand tu as plus de 40 ans, c'est tous les ans, Voilà. tu repasses cette visite Et médicale. maintenant, quand tu deviens pilote professionnel, tu as une classe 1 en général. D'accord. La classe 1, c'est chaque année. D'accord. Et quand tu as plus de 40 ans, c'est chaque 6 mois. D'accord. Ok. Donc, tu as des Wow. séries de tests. Et même pour les tests, il y en a que tu ne fais pas tous les 6 mois, par exemple. D'accord. Il y en a que tu fais tous les 4 ans, ça dépend. D'accord. Mais c'est très important que tu le dises parce que tu C'est vois, ça. on s'imagine pas. Tu sais, on pense souvent machine Mhm, quand on pense à l'avion, mhm. mais on pense pas que les pilotes font tous ces examens-là avec cette fréquence-là. C'est ça. Tu vois. Tout pour la sécurité. Ouais. Parce que si tu as un petit pépin physique, Ouais. Et que tu es plus apte à piloter. c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on est 2 dans le cockpit déjà. Mhm. Parce que on a ce qu'on appelle... tu peux avoir un des 2 qui peut tomber malade. Ouais, bien sûr. Par exemple, c'est pour ça on nous sert jamais le même repas. Ok. Parce que au Tout cas le temps. où, voilà. Au Ah. cas où quelqu'un il Ouais. a un problème gastrique, Ouais. food poisoning, Ouais. au moins l'autre, il aura moins de chances de l'avoir, quoi. Ok, donc sur tous vos vols, C'est parce que c'est des choses qui sont arrivées. bien sûr. Quand ça arrive, c'est là où les... Tu vois, Les on n'y autres, pense voilà, pas. c'est ça, On n'y c'est pense pas, comme- mais c'est ça. c'est d'une logique C'est du évidente. logique. Ça peut arriver, c'est pour ça. C'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'ils ont pris certaines directives pour Ouais. dire, écoute, maintenant, les gars au cockpit, ils vont pas prendre le même repas. Ok. Parfois, tu as même envie de prendre le même repas, Mais et tu c'est peux pas. l'hôtesse qui se dit, non, Ouais. c'est impossible. Tu Ouais. peux pas manger la même chose. Ok. C'est incroyable. Tu vois, Ouais. ça, c'est des détails C'est ça. que nous, grand public, on n'imagine même pas. Et tout, c'est pour juste la sécurité. Ok. Et toi, quand tu fais tous ces tests-là, ça te prend combien de temps, les tests? Bah, je dirais ça m'a pris une semaine, Ouais. l'histoire de prendre des rendez-vous avec les différents médecins et tout ça. Mais c'est parce que c'est au Sénégal. En général, dans d'autres pays où c'est très développé, tu as des centres qui sont dédiés D'accord. qu'à Que pour les l'aviation médicale. D'accord. Donc, du coup, tu arrives, pendant une journée, tu peux te faire tous ces tests. D'accord. D'accord. Ok. Mais ici, j'étais obligé, bon, le médecin que j'utilisais, il a son cabinet, Mhm. mais il te fait les ordonnances et tu vas faire les Bien sûr. analyses et après tu Tu reviens avec les résultats. D'accord. Donc, je reviens, je suis apte. Déjà, ça, c'est un... Premier tampon. Je me dis, ouf, Ok. heureusement. Physiquement, je suis Physiquement, capable. je suis capable d'être pilote. Et voilà. Je m'inscris à l'aéroclub. À l'aéroclub, c'était pas très compliqué non plus. Tu payes, tu es membre. Mhm. Tu peux venir suivre les cours théoriques. Mhm. Je commence à suivre les cours théoriques. C'était tous les lundis. Mhm. C'était super intéressant. Je bouquinais aussi. J'avais les bouquins à la maison. Pour moi, j'étais dans ma rampe de lancement. Mhm. Quoi. Je commence et ma mère, elle m'offre 5 heures de vol. Oh là là. Et les mamans. Et ça m'a tellement... Voilà, quoi. Mes parents, mon papa et ma maman, ils étaient genre, voilà, quoi. Ils étaient derrière et tout. Ah, j'imagine ta joie quand tu as dû recevoir ce J'étais content. cadeau. 5 heures de vol, je me dis, écoute,
45 heures, 5 heures, ça va. Ouais. Je peux commencer, quoi. Ouais. Et je commence 5 heures, mais j'ai fait l'erreur de les enchaîner, quoi. Donc, c'est aller trop vite, le plaisir. C'est allé trop vite, voilà. C'est allé trop vite. J'ai fait 5 heures de vol. J'ai kiffé. Franchement, mon premier vol. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que tu te souviens? J'ai appelé tout le monde. Je pensais que j'allais rien faire. Je pensais que l'instructeur allait me montrer comment on fait tout ça. On vient, il me montre déjà. C'était tellement bizarre. Le roulage, quand tu roules pour aller sur la piste, tu utilises tes pieds pour diriger l'avion. Ok. Après, il me faisait genre, est-ce que tu as le permis de conduire? Je lui dis non. Il me dit heureusement, parce que sinon, tu allais avoir un problème. Parce que... Tu allais conduire comme une voiture. Voilà, comme une voiture. Ça, je le savais parce que je faisais du simulateur. Quand tu dis tu utilises tes pieds, tu as des pédales comme une voiture? Tu as 2 pédales comme une voiture. Ok. Comme une voiture automatique, tu as 2 pédales. Ouais. Mais ces 2 pédales, quand tu pousses la pédale de gauche, l'avion il tourne à gauche. Ok. Quand il est au sol. Ok. Et quand tu pousses la pédale de droite, l'avion il tourne à droite. Donc c'est comme ça que tu diriges les avions, même les avions de ligne. Ils sont dirigés par les pieds quand tu es au sol. Et ou pour sinon, avancer tout droit, comment il fait? Tu appuies les deux en même temps? Non, en fait, pour dire, c'est comme le volant qui est au sol, Ouais. mais tu as ta manette. Ah, d'accord. Donc, tu as la manette qui te permet d'aller tout droit et toi, tu fais gauche-droite pour le garder droit avec les pédales. C'est ça. D'accord. Les pédales, elles contrôlent la roulette de nez. Tu as une petite roulette qui est devant l'avion et quand tu appuies sur une pédale, il fait tourner l'avion. D'accord. Ok. Sur les gros avions, tu as une petite roulette ici qui te permet de tourner. D'accord. Un petit volant, quoi. D'accord. Donc, il me fait cette réflexion. Moi, bon, j'avais beaucoup de connaissances. Je dirais que j'avais des connaissances déjà de base, donc je connaissais un peu. Mais il me faisait genre, si tu avais l'habitude, parce qu'il me disait qu'il avait des problèmes avec certains qui n'avaient aucune notion d'aviation et qui arrivaient dans un avion pour la première fois et qui se trouvent à diriger l'avion avec les pieds. Alors qu'ils ont l'habitude. C'est un effet moteur, en fait. Bien si sûr. tu as l'habitude de conduire Bien avec sûr. les pieds... Bon, c'est des réflexes que ton cerveau a enregistrés. Exactement. Donc après, on rentre. Il me montre comment on fait la visite pré-vol. Parce qu'avant chaque vol, tu fais une visite complète De l'avion. de l'avion. Tu regardes l'état technique, l'extérieur, l'intérieur, tout ça. Et on commence. Ce jour-là, on est resté très longtemps pour qu'il m'explique un peu les procédures, tout ça, pour démarrer l'avion, tout ce qu'il fallait tester, tout ça. On arrive sur la piste et il me dit, voilà, il met les gaz. Et je ne savais pas que c'était moi qui devais décoller. Hein. Je ne savais pas. Genre, il m'a assisté. Mais quand j'ai senti que c'était moi qui tirais, qui contrôlait, et que je voyais l'avion qui s'élevait. Oh là là, genre, la sensation. La sensation, elle est unique. Pour moi, le premier vol, il est incroyable. Tu sens que j'étais aux tires anges, et c'est toi et ça monte. En fait, juste le ressenti. Parce que j'avais l'habitude d'être dans le simulateur. Ouais, avec ton joystick. Mais le ressenti, il est unique. Je me retrouvais dans les airs. J'arrêtais pas de regarder un peu par le support et tout ça. J'étais ému, genre, j'étais trop content. Ouais. J'arrêtais pas de sourire. Hein. J'étais super content. On fait un tour. On n'a même pas fait des exercices ce jour-là. Il m'a juste montré pour avoir de bonnes sensations, tout ça. On est revenu. J'arrêtais pas d'appeler les gens. J'ai piloté. Content. J'étais trop content. J'ai appelé mes oncles. Je leur ai dit, première expérience, c'était trop bien, tout ça. Ils m'ont encouragé et tout. J'étais super content. Je suis rentré à la maison ce jour-là. J'étais trop content. J'ai raconté à mes parents et tout ça. Et c'était un bon début. Et là, j'ai compris que réellement, c'est ça mon rêve. Ouais, non, là, ça y est, c'est fini. T'as eu la piqûre, là, c'est bon. Là, c'était impossible de faire marche arrière. Ouais. Là, c'était impossible. J'imagine même pas n'imaginais pas faire autre chose. La nuit, quand tu t'es couché, que tu es dans ton lit et que tu repenses à hey, j'ai piloté un avion aujourd'hui. Non, j'étais comme un gamin qui venait d'avoir le jouet dont il rêvait pour Noël, tu vois. Et voilà, je continuais mes cours et j'étais très passionné parce que je me rappelle à l'école, j'aimais pas trop les études, tu vois, quand tu es jeune et tout ça. Voilà quoi. Mais là, rien que de savoir il y a quelque chose derrière, un rêve, j'étais super passionné, super motivé. Ouais. J'étudiais comme un fou. Quoi. Ouais, t'avais trouvé, je lisais les bouquins. T'avais trouvé ton truc. Voilà, j'ai trouvé mon truc. J'ai fait mes 5 heures de vol. Boum, c'était fini, blocage. Il reste 40 à faire. Il reste 40 à faire. Et même les 45 qu'on te dit, c'est juste sur le papier. Mais en général, chacun a son évolution. Et on dit en aéroclub, vu que c'est pas une formation continue d'un trait, tu prends ton temps et tout, en général, tu peux aller à 55, 60. D'accord. Donc, écoute,
je fais mes cours théoriques, tranquille et tout. Et là, je sais qu'il y a un souci avec les fonds. Mes parents me disent, écoute, faudra que tu attendes un peu. Est-ce que tu vas pas faire quelque chose à côté? Aller à l'université, des trucs comme ça. Moi, je me suis dit, ils veulent juste m'amadouer. Je vais pas rentrer dans ça parce que je sais que si j'ouvre cette porte-là, là, ça, c'est foutu. Quoi. Je me suis dit, écoute, non. Je leur ai dit, écoutez, moi, je peux prendre l'année sabbatique. Je vous laisse le temps de réunir quelques petits fonds et je continue. Ils me disent, non, écoute, ça, tu vas perdre du temps et tout. Je leur dis, écoutez, moi, c'est tout ce que je veux faire. Je veux pas faire autre chose. Et j'étais très têtu. Peut-être c'est aussi mon signe astrologique, je suis scorpion. Et on me l'a toujours reproché. Ils me disent que tu es super têtu. Ouais, mais c'est... Et c'était dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Parce qu'au final, genre, je n'ai pas regretté d'avoir été têtu à ce moment-là. Parce que peut-être j'aurais pu aller faire autre chose. J'aurais pu aller faire maths physique ou d'autres choses. Et à ce moment-là, ma grand-mère, paix à son âme, elle était à Saint-Louis. Donc, j'ai décidé, je vais aller à Saint-Louis, rester là-bas quelques mois. Je suis allé à Saint-Louis un peu pour me ressourcer. En même temps, j'avais mes bouquins, je lisais et je faisais mes recherches à côté pour voir d'autres possibilités et tout, en attendant que mes parents réunissent de l'argent et tout ça. Et voilà, je suis resté à Saint-Louis. Après, je suis revenu à Dakar. Et je suis resté très longtemps sans voler. Bon, je peux dire, même quand je regarde mon carnet de vol, c'est une émotion parce que quand je revois le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai repris, ça avait fait 1 an. Mais après, bon, quand je suis revenu, bim, mes parents, ils m'ont payé 10 heures de vol. Et là, je me suis dit, écoute, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais bien étaler ça, au moins le temps que des fonds reviennent. Pour ne plus avoir cette pause d'1 an. Voilà, encore. c'est ça. Donc, je suis revenu et j'ai repris les vols et j'ai décidé de faire 1 vol par semaine. Quand tu reprends ces heures de vol, déjà, on est en quelle année? Parce qu'on n'a pas parlé d'années à peu près. Est-ce que tu serais... En fait, disons que j'ai eu le bac en 2011. Ouais. Et oui, j'ai eu le bac en 2010-2011. Donc, pendant l'année 2011... j'ai commencé, on peut dire, la fin de l'année. Fin de l'année 2011, c'est là où tu fais tes 5 heures? C'est là où je fais mes 5 heures. Donc, on est à peu près fin 2012 quand tu commences à tes 10 heures de vol? C'est ça. Ok. Et donc, disons que je suis resté 1 an. J'ai fait mes 5 heures en fin d'année 2011 et je suis revenu un an après. Ok. Et voilà, en 2012, je commence les vols. 2013. Ouais, ça, 2012. Fin 2012. Ouais, fin 2012-2013, ouais. Donc, je commence les vols et c'était tous les samedis. Okay. J'avais réservé mes vols que les samedis. Je faisais mes cours théoriques le lundi. Et le samedi, je venais... Et à cette époque, il y avait un club de simulateurs dans l'aéroclub. D'accord. Donc, tout était bien installé et tout ça. Donc, je passais toutes mes journées là-bas. Disons, toute la semaine, j'étais à l'aéroclub. Ah ouais. Voilà. Le lundi, c'était... les cours théoriques. Les cours théoriques. Le reste de la semaine, j'étais dans le simulateur. J'étais avec d'autres jeunes qui étaient comme moi, motivés et tout ça pour devenir pilote. Et même, pratiquement, je dirais, ils ont tous réussi, ils sont tous pilotes. Et on se rappelle cette galère. Ouais, bien sûr, j'imagine. Tout le temps, on passait la journée à l'aéroclub. On se promenait à l'aérogare. On allait acheter du pain au chocolat, tout ça. Ça fait plaisir quand on y repense. Bien sûr. Voilà, on faisait du simulateur, on faisait une pause, on revenait. Ça doit faire plaisir parce que vous dites, on n'a pas fait tous ces efforts-là pour rien. Pour rien, au final. Ouais. Donc, du coup, les samedis, je faisais mes vols, 1 heure de vol chaque samedi. Ouais. Et voilà, les parents commençaient à rassembler un peu d'argent, donc ça a commencé à aller un peu plus vite. Donc, parfois, il y avait des périodes creuses où je ne volais pas, c'est normal et tout. Et au bout de 2 ans, finalement, j'ai réussi. J'ai eu ce qu'on appelle la licence de pilote privé. Ouais. Et c'était un grand pas, je dirais, mais bien sûr, vers ce que je devais réaliser. J'étais très ému ce jour-là, je me rappelle. J'étais même en train de pleurer. Mais bien sûr. T'imagines les années qui sont passées où tu as sacrifié des choses, où tu sais les efforts que les parents ont fournis pour t'aider à réaliser ce rêve-là. C'est ça. Et de voir que je l'ai fait. Ça y est, la première étape de mon projet est faite. C'était la première étape du projet. Je ne pensais pas que j'allais arriver à ce stade. Et de l'avoir réalisé, ça m'a ouvert encore plus les yeux. Je me disais, écoute, il te reste du chemin, mais la première porte, elle est là. Donc, j'avais mon PPL et tout. Et
ça m'a fait plaisir. Je pouvais voler parfois tout seul avec mes amis. Ouais. Et j'ai eu beaucoup d'aide de l'aéroclub aussi. Ouais. Je leur suis très reconnaissant parce que mon instructeur était aussi le président de l'aéroclub. Très sympa et il m'a très bien formé. Monsieur Discassiati. Monsieur Discassiati, voilà. Je lui passe le salut. Et il a vu en moi peut-être des qualités qui lui ont plu. Ouais. Et il avait demandé qu'on me donne les baptêmes de l'air. Oh, trop bien. Et tous les vols qui ne nécessitent pas d'instruction, les vols d'aéroclub, je les faisais. Et cela me permettait de diminuer le prix de ce que je devais payer plus tard. D'accord. Et j'ai pu faire comme ça, disons, presque une centaine d'heures pour l'aéroclub. Je faisais des baptêmes de l'air. Tu avais des pilotes qui venaient d'autres pays, de France, tout ça, qui venaient pour faire les baptêmes de l'air, un peu pour découvrir Dakar. Parfois, tu avais des vols où tu pouvais amener, je ne sais pas, des professeurs de Jean Mermoz, tu les amènes à Ziguinchor. Aller-retour, ça te faisait 4 heures de vol. J'avais des vols comme ça. J'ai volé partout dans le Sénégal. Je suis allé à Tambacounda, Saint-Louis, Cap Skirring. Je suis allé partout. Et j'ai eu même des anecdotes par rapport à ça. Je me rappelle, j'ai eu un vol. C'était avec un ami parce qu'après, on gérait le Flight Simulator Club. J'avais un autre ami qui s'appelle Bruno. Et un jour, on devait aller chercher quelqu'un qui devait voyager sur Air France le soir même. C'était la saison des pluies. Première anecdote, c'était là. On regarde la météo, tout est bon, tout. Attends, j'attache ma ceinture. Il faut. On se dit, écoute, là, on va à Ziguinchor. Je lui dis, viens, tu m'accompagnes. On va à Ziguinchor, on prend le gars et on le ramène à Dakar. Il a son vol sur Air France. La météo, tout est nickel. La météo était bonne et tout. Et là, on décolle tranquillement, on prend nos photos. Et à cette période, moi, quand je voyageais en général, j'avais pas de GPS. Parce qu'à l'école, en général, tu as une carte. On a les cartes aéronautiques, on prenait les cartes routières et on dessinait pour que ça devienne des cartes aéronautiques. D'accord. On décolle, on va à Ziguinchor. Et dès qu'on arrive vers Banjul nous dit, écoutez, la météo est très, très mauvaise à Ziguinchor. Donc, il nous dit ça. Et moi, je regarde droit devant, je vois que c'est sombre, c'est tout noir. Parce qu'à l'époque, on faisait du VFR, c'est-à-dire c'est du vol à vue. Tu voles avec des références visuelles. Tu n'as pas le droit de rentrer dans les nuages. Tu as... il faut que tu aies ta visibilité. Il faut que tu aies une certaine visibilité devant. Et même autour, en dessous et au-dessus. Donc, je regarde et là, je dois me décider. Et là, mon pote, il me dit, non, on y va. Je lui dis, écoute, attends. Moi, je regarde bien, je me dis, écoute, je ne me mets pas la pression et je dis au gars, écoute, je lui dis, je fais demi-tour, je rentre à Dakar. Il me dit, d'accord. Et je fais demi-tour, j'avais le carburant, tout était normal et tout, j'avais bien géré. Et je fais demi-tour et je voyais qu'il pleuvait très fort à Ziguinchor. Donc, je fais demi-tour, je reviens, je retraverse Banjul. Juste avant de sortir de Banjul, le gars me rappelle. Il me dit que there is an improvement. Like, le temps se dégage. Le temps s'est dégagé carrément. Parce qu'en général, certaines pluies en Afrique, elles sont très rapides. L'orage passe très vite. Et moi, je réfléchis encore. Je regarde, est-ce que j'ai le carburant pour partir et rentrer à Dakar après? Je regarde, écoute, je me décide, je lui dis, ok, je vais partir. Et en partant, je vois les cellules. Donc attends, toi, tu es en l'air, tu as fait demi-tour pour partir à Dakar. Pendant que tu es en l'air, il te dit que le temps s'est dégagé, donc tu refais demi-tour pour partir à Ziguinchor. Et toute cette période, j'étais dans l'espace aérien de Banjul. Donc je fais l'aller, je traverse Banjul. Il me dit, écoute, tu peux... La météo s'est améliorée. À un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, non, écoute, je suis déjà retourné, je rentre. Après, je me suis dit, bon, écoute, on va juste voir comment ça se passe, quoi. Donc, je suis revenu. On va juste voir. J'ai vu qu'il y avait une cellule, donc je me suis dit, écoute, j'ai vu que là où c'était clair, et je suis allé sur la côte. C'était très bien. Bon, je suivais plus mon plan de vol. J'étais obligé après de faire du homing sur le VOR. À ce moment-là, le VOR, il marchait très bien. Je suis allé carrément en mer, là où c'était carrément dégagé. Je voyais que la cellule allait vers Banjul. Je suis allé en mer. Après, j'ai joint le VOR de Ziguinchor et j'ai atterri. J'ai pris le gars, on est reparti. On est revenu. Mais c'était ma première expérience en mauvais temps. Mais elle s'est très bien passée parce que je n'ai pris aucun risque. Exactement. C'est ça, t'as été lucide
de pas tenter ta chance et de dire allez. Exactement. Ouais. Ce qu'il ne faut jamais faire. Ouais. En aviation, il faut jamais prendre de risques. Il faut toujours faire le plus sûr. Ouais. Et faut pas s'aventurer dans des choses Ouais. délicates ou difficiles. Mhm. Parce que c'est un avion, quoi. C'est Ah ouais, bien pas, sûr. c'est pas un jouet. C'est même ta vie, toi, Bien qui, sûr. qui est en jeu. Bien sûr. Donc après, voilà, j'ai eu cette expérience. Je me rappelle aussi, j'ai eu une expérience cowboy. C'était un de nos avions qui était bloqué à Saint-Louis. Mhm. Il avait un souci, je pense que c'était l'alternateur, un truc comme ça. Et je devais partir par la route avec un mécano Mhm. pour qu'il le dépanne et que je rentre avec. Ok. On arrive à Saint-Louis très tôt le matin, on fait les tests, on démarre l'avion, il démarre. Il démarre pas, on lance l'hélice parce que c'est des... Ouais, comme c'est des petits avions, tu peux. Voilà, il lance l'hélice et je démarre Ok. pour lui donner un peu de force. Ça a démarré, je faisais les tests magnéto, tout ça. Et dès que j'éteins, je rallume, ça ne s'allume pas. Mhm. On fait ça 3 fois. Après, il me dit, écoute, c'est l'alternateur qui a un problème. Mais dès que l'avion il est en route, ça va, quoi. Il n'y a pas de problème. Il me dit, écoute, ce qu'on fait. faire ça. Il me dit, écoute, tu sais ce qu'on fait? On lance à la main et tu pars. Et tu pars. Moi, je rentre par la route. Je lui dis, écoute, Ah, lui, comment ça, tu lui il rentres monte par pas dans la route? l'avion. Il me dit, non, je suis jamais venu à Saint-Louis. Je vais rentrer par la route. Je lui dis, toi, tu as peur. Et toi, tu veux m'envoyer dans l'avion. Tu veux m'envoyer? Il me dit, non, franchement, c'est sûr, il n'y a aucun problème et tout. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, bon, je connais le principe. Je sais que l'alternateur, il permet de charger la batterie. C'est comme... Parce que les petits avions, c'est des moteurs à piston. Ils fonctionnent comme les moteurs de voiture. D'accord. Donc, quand tu démarres... Une fois qu'il a pris. Une fois qu'il a pris, ça va. Ok. Tu aurais juste un problème s'il s'arrêtait, tu ne pourrais pas redémarrer Ok. peut-être. Donc, je lui dis, ok, dans le principe, je suis d'accord. Et même en vol, peut-être l'hélice tournait toujours et tout ça. Bah, je lui dis, écoute, vas-y, lance. Je pars. Et il a lancé, tac, et je suis parti. Mais heureusement, ça s'est très bien passé. Oui. C'était ma première expérience aussi avec un avion qui avait une petite panne. Uh-huh. Donc, j'ai ramené l'avion à Dakar. J'étais arrivé même avant qu'il quitte Saint-Louis. Ok. Parce qu'il était encore à l'aéroport. Il me dit... Parce que c'était quoi? C'était 45 minutes de Uh-huh. vol, moins d'une heure. Tac, tu suis la côte, tranquille. Je suis allé à Dakar, je suis rentré chez moi, tranquille. Après, j'y repense. Parfois, j'y repense. Je me dis, écoute, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, mais ouais, non, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est vrai que d'un point de vue logique, C'est ça. quand tu connais le Non, mécanisme. Quand tu connais le mécanisme, quand tu connais le principe. Et c'était rien de dangereux, Ouais, quoi. ouais. Parce que même, tu as certaines pannes, tu peux les dispatcher, tu peux faire avec certaines pannes. Mhm. Tu as juste des procédures à respecter, voilà. Mhm. Et l'aviation légère, elle est un peu comme ça, quoi. D'accord. Donc, fallait ramener l'avion, ou bien fallait ramener un alternateur à Saint-Louis pour dépanner. Mais c'était sûr, c'était safe. Mhm. L'essentiel, quand tu fais un truc en aviation, c'est que ça soit safe. Mhm. C'est juste ça. Et donc, tu as eu ton diplôme. J'ai eu mon diplôme. Ton diplôme, donc tu l'obtiens. Donc là, tu es apte, tu es éligible à pouvoir piloter quoi comme type d'avion? Des petits avions? En fait, les petits avions, et tu ne peux pas être rémunéré. D'accord. C'est juste ça. Par exemple, tu peux être pilote sur ces petits avions, mais tu ne peux pas être rémunéré. D'accord. Pour être rémunéré, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un Commercial Pilot License, une licence de pilote commercial. D'accord. Et c'est ça qui te permet d'être payé. D'accord. Donc là, pendant ces années-là, ces 2 années passées, et aussi cette année que je suis resté pour faire les vols à l'aéroclub, Ouais. je gérais aussi le simulateur Ouais. à l'aéroclub. Et j'avais beaucoup de jeunes qui venaient, à qui je donnais des cours, j'initiais en aviation et tout ça. Et je découvre l'Afrique du Sud D'accord. à travers des recherches et tout ça. Je ne connaissais pas très bien. Je commence à voir et je vois que les prix étaient très, très bas. Ok. C'était encore la Plus moitié, bas qu'aux États-Unis. encore plus bas. D'accord. Parce que quand je me suis mis à regarder, une formation complète en Afrique du Sud, c'était vers 25 millions. Ok. Donc, c'était moins Ouais. qu'aux États-Unis. J'ai commencé à y réfléchir. Et déjà, moi, j'avais déjà mon PPL. Ouais. Donc, ça m'a enlevé une partie. Une étape. Ouais. Et j'avais aussi tout le mûrissement parce qu'en général, il te faut 100 heures de solo, Mhm. c'est-à-dire toi, tu es seul pilote Mhm. à bord. Mhm. Je les avais déjà Mhm. parce que l'aéroclub m'avait aidé à les obtenir. Donc, j'ai drastiquement diminué de moitié D'accord. tout ce que je devais payer. D'accord. Donc, ça devenait encore plus léger pour les parents. Ouais. Et ça leur a laissé le temps aussi, papa et maman, de réunir des fonds, Mhm. vendre des terrains, des maisons, tout ça. Et là, boum,
j'ai les fonds. Ouais. Je me rappelle, c'était en 2016, fin 2016. Voilà, je sais que maintenant, j'ai les fonds pour partir. Ouais. Et je commence à regarder les écoles et tout ça. Au début, ils ne voulaient pas trop, même mon oncle, il ne voulait pas trop parce qu'il me disait que Johannesburg, c'est dangereux quand même. La ville. La ville est dangereuse. Ouais. Elle est très dangereuse, c'est vrai. Mais après plusieurs analyses, j'ai vu que l'école était là où c'était safe et tout ça. C'était une atmosphère assez safe. Ils ont fait de telle sorte que tu n'habites pas très loin de l'école. Bon, on a regardé tous les paramètres possibles et on a vu que c'était bon. Et février 2017, je suis parti. J'arrive dans un pays où je connais personne. Ouais. Johannesburg, on vient me chercher, on m'amène à mon logement et tout. Et voilà, le rêve, il commence là-bas. Ouais. Je peux dire Johannesburg, mes meilleures années en termes d'apprentissage et tout ça, c'était là-bas. Parce que ça, donc là, tu as ta licence où tu peux faire des vols, mais tu n'es pas rémunéré et c'est sur certains modèles d'avions. C'est ça. Tandis que quand tu arrives à Johannesburg, là, c'est pour passer un autre cap. Là, c'est le cap, c'est la destination finale. Ouais. Là, c'est pour C'est là piloter des avions de ligne. En fait, c'est là où tu peux devenir pilote. Ouais. Ouais. Là, on va t'appeler pilote. D'accord. Donc, j'arrive à Johannesburg, je commence les cours et tout. Et j'ai fait la rencontre. Il y avait un autre Sénégalais comme moi, Sénégalo-Ivoirien, ça faisait plaisir. J'avais une petite communauté francophone. Ouais. J'avais quelques copains congolais. Et c'était cool parce que c'était une bonne expérience parce que tu avais énormément de nationalités. Ouais. Tu avais des gens qui venaient de la Palestine, Ouais. de la France, tu avais des gars qui venaient d'Égypte, partout dans le monde. Ghana, partout. Donc, c'était un melting pot. Tu avais différentes cultures. Ouais, différentes cultures, mais tous animés par le même rêve de devenir pilote. La même passion. La même passion, ouais. Devenir pilote. Et là, je viens d'arriver. Je suis nouveau, sénégalais et tout. Les débuts étaient très difficiles. Changer d'environnement et c'était pas recommencer à zéro, mais tout ce que j'avais appris devait être mis sur la table. Donc voilà quoi. Parce qu'ils vont pas, voilà, ils vont vouloir voir ce que tu vaux aussi. Donc déjà, je suis venu. La première chose, j'avais 3 examens théoriques à faire. Et je me suis dit, ok. Je savais pas comment ça se passait et tout. Je suis venu, les 2 premiers, je les ai ratés. Ok. Je me suis dit, wow. Wow. J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, attends, mes parents, ils ont payé beaucoup d'argent. Faut pas venir ici et déconner, quoi. Donc, je me suis mis à étudier comme un fou parce que j'avais peur. Je me disais, attends, 2 examens et que tu échoues. Les premiers, tu viens d'arriver. Ouais. Et là, je me suis dit, écoute, faut te relever. J'ai commencé à bosser. Parce que le principe était un peu différent. Parce que je devais faire un examen sur la météo de l'hémisphère sud, qui était complètement différente bien sûr. de l'hémisphère nord. Bien sûr. L'été, en Afrique du Sud, c'est l'hiver. C'est l'hiver ici. En hémisphère nord, ouais. Tout était changé. Ouais. Et aussi, je devais apprendre la réglementation, qui est différente de la réglementation aérienne ici. Ouais. Et donc, je me suis mis à bouquiner, à aller dans les forums pour voir un peu les questions, pour s'entraîner, tout ça. Et je suis revenu, j'ai passé tous les 3 examens tranquillement. Machallah. Et j'ai commencé les cours, le pilotage. Les premiers vols, bon, c'est un peu aussi différent. Tout est en anglais. Ouais. Bon, j'avais l'habitude un peu à Dakar de m'entraîner en anglais. Mais tout est différent. Par exemple, en Afrique du Sud, quand tu es au sol, tu es déjà à 4000 pieds. Ah, bah oui, ouais, effectivement. C'est-à-dire, tu as chaque 1000 pieds, tu as 300 mètres. Ouais. Donc, tu es déjà à 1200 mètres. Kilomètre, Ouais. voilà, 1 kilomètre du sol. Donc, déjà, tu es haut. Ouais. C'était quelque chose de bizarre dans ma tête. Et il y avait beaucoup de trafic. C'était un petit aéroport, mais où tu avais une dizaine d'écoles de pilotage. Ok, ouais. Tandis qu'ici, ici à Dakar, il n'y en a qu'un Il aéroport. n'y en a qu'un. Pourtant, à Dakar, tu as deux pistes. Et c'était l'aéroport international. Donc, tu avais les avions de ligne. Ah oui, tu avais encore l'aéroport ouvert ici. Ok, c'était oui. encore ouvert. Ouais. Mais là-bas, c'était plus dur. Parce que tu avais du trafic. Tu avais au moins une dizaine d'avions qui tournaient en école. Donc, on allait dans des zones dédiées pour L'apprentissage. Pour l'apprentissage, tu décolles, tu vas là-bas. Et voilà. Les gars, ils voulaient voir ce que je valais. Donc, on commence à faire les exercices, tout ça. Et tu voles sur le même type d'avion qu'à Dakar? Sur le même type d'avion. Okay. Au début, vu qu'ils avaient vu que j'avais de l'expérience sur ce type d'avion, ils avaient 2 types d'avions. Le PA-28
on l'appelle le Piper, et tu as le Cessna 172. Donc, j'ai fait du Piper. On fait des exercices. Bon, rien de trop difficile parce que je connaissais les exercices, je les fais et tout ça. Mais bon, il y avait une manière pour eux de les faire. Certains exercices comme des pannes moteurs où voilà, tu simules que tu as perdu un moteur et que tu dois trouver un terrain et venir faire l'approche, atterrir et tout ça. Donc, tu simules, tu fais ton approche jusqu'à l'approche du sol et tu repars. Après, tu repars, ok. Donc, après, ça m'a pris, je pense, 10 heures pour faire ce qu'on appelle une conversion de licence. Parce que j'avais une licence sénégalaise. D'accord. Je devais la convertir en sud-africaine. D'accord. Donc, ça m'a pris 10 heures. Bon, je suis arrivé quand même. Ils m'ont un peu secoué, mais ça va. J'avais du répondant quand même. Bon, j'avais été très bien formé à l'aéroclub, heureusement. Et ça se passe super bien. Et là, je dois commencer mon night rating. C'est-à-dire, tu fais une formation pour voler de nuit. D'accord. Chose que tu n'avais pas faite à Dakar? Ouais. D'accord. Tu ne peux pas... Bon, ils ne proposent pas ça ici. Ouais. Donc, tu voles de nuit. Et tout le temps, quand les choses arrivaient, ça te faisait plus plaisir. Ça te passionnait plus. Parce que voler la nuit, genre, c'était super cool parce que tu voyais les lumières sur l'aéroport, sur la piste et tout ça. Tu décolles. C'était trop bien. Tu évolues de nuit. L'atmosphère est différente. Ouais. C'est calme. Ouais. C'était trop bien. Franchement, j'ai super adoré. J'ai fait mon night rating. Ça s'est bien passé aussi. Et là, je me retrouve dans une salle de classe pour commencer réellement ce qui m'avait amené là-bas. D'accord. Pour devenir pilote commercial. Donc, quand tu arrives en Afrique du Sud, c'est d'abord convertir ta licence. C'est ça. Faire un certain temps de nuit. De nuit. Et après, là, maintenant, tu peux commencer vraiment les cours. Les cours, c'est ça. Donc, je commence. Le commercial, on était, disons, une dizaine dans une classe à faire ce qu'on appelle les ground school. Et donc, je me rappelle la dame, une capitaine qui nous faisait nos cours. Elle était très sympa, Louise. Et donc, on avait une dizaine d'examens à faire. Et c'était des examens très difficiles. Ah, je n'imagine même pas. Parce qu'ils se basent un peu sur le modèle british. Parce que comme ils ont été colonisés par les British, donc tout ce qu'ils font, c'est textuellement comme eux. Donc, j'arrive. Premier cours, je me rappelle, c'était Instrument and Electronics. Et donc, on fait le cours en classe et après, tu vas chez toi, tu révises et après, tu dois booker toi-même ton examen. Okay. Parce que en aviation, c'est pas comme des évaluations pour tout le monde. Chacun a son rythme. D'accord. Chacun a son propre rythme. D'accord, c'est pas un examen tel jour, tout le monde passe l'examen tel jour. Non. D'accord. Chacun a son rythme. Je devais faire le premier examen. On avait tous booké ensemble. On était peut-être 5 à être très actifs. Ce jour-là, on avait booké tous le même jour parce que la ville où on faisait nos examens, c'était disons à 1 heure de route de là où on était. 1h30. Donc plutôt que chacun fasse aller-retour, vous dites on y va tous le même jour. On y va le même jour, on partait ensemble, on prenait un Uber qui nous ramenait. Et quand on arrive, c'était ma première fois. Bon, c'était pas la première fois que j'allais là-bas, mais c'est la première fois que je venais passer un examen. Et la salle d'examen, pour dire, c'est une très grande salle où tu as des ordinateurs. Et c'était des box. Okay. Tu pouvais en avoir une 50aine. Okay. Donc, tu as 50 élèves qui arrivent. Ils ne font pas le même examen. Ils ne font pas la même licence. Okay. Il y en a qui font le PPL, d'autres qui font le CPL, d'autres qui font la TPL. Tu peux être en train de faire Instrument Electronics, l'autre fait navigation, l'autre fait ça. Tu mets ton numéro de licence, c'est ça ton code. Tu mets ton code, il y a ton examen à toi qui apparaît. Ton examen à toi qui apparaît. Okay. Tu rentres, tu fais rien rentrer là-bas. Il y a des caméras en face de toi, derrière toi. Waouh. C'est surveillance complète. Et j'étais le seul à ne pas réussir cet examen. Ok. J'avais eu... En général, tu as besoin de 75% pour passer. Moi, j'avais 71. D'accord. Premier échec. Je me dis, oh là là. À 4%. 4%. Ils avaient tous passé. Et voilà, genre... C'était un peu dur, mais bon... J'ai quand même relevé la tête. Hein. C'était rien de perdu. Je me disais, écoute, c'est pas grave. Je suis retourné à la maison, j'ai bossé. En même temps, on faisait le deuxième cours, Human Performance, facteurs humains. Et je me suis dit, écoute, je vais faire les deux en même temps, pratique. Bon. Wow. Et double travail. Je suis parti juste avant eux. J'ai refait l'examen, j'ai réussi. Et j'ai eu moins de temps pour réviser le deuxième. Mais quand on est parti, on a tous réussi l'examen.
J'allais te demander, est-ce que sur ces examens-là, est-ce que tu as un nombre d'échecs que tu dois... Si, par exemple, je te dis une bêtise, hein, si tu le loupes 3 fois, c'est fini? En fait, comment ça s'est fait, c'est que par exemple, quand tu commences ta licence là-bas, tu as, disons, 8 examens qui sont les mains que tu dois faire. D'accord. Ces 8 certifs, tu dois les passer en 18 mois. D'accord. Dès que tu vas écrire ton premier, tu as un 18 mois. 18 mois. Ok. Si au-delà des 18 mois, tu n'as pas fini, ils ont expiré. Tu dois recommencer à zéro. Ok, d'accord. Quand tu pars pour un examen, tu peux faire un examen quand tu veux. Si tu échoues à un examen, si tu as moins de 75%, mais tu as plus de 50%, tu peux le refaire dans une semaine. D'accord. Si tu l'échoues 3 fois, tu es ajourné pendant 3 mois pour cet examen. D'accord. Si tu as moins de 50%, tu es ajourné... Non, c'est 2 mois. Tu es ajourné 2 mois. Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et donc, tu as 18 mois pour tout finir. D'accord. Donc, il arrive que certaines personnes sont là-bas et leur examen expire. Ouais. Tu es obligé de recommencer. De reprendre un autre 18 mois. Donc, ça peut te prendre énormément de temps. Ah oui, non, bien sûr. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je me dis, forcément, il y en a qui peuvent repasser un examen plusieurs fois. Plusieurs fois. Et ouais. Et c'est arrivé. Et là, je finis Human Performance et je dois faire météo. On vient tous pour faire météo. Et là, 74. Oh, aïe. Je le rate de près et j'étais pas le seul. Parce que météo, c'est un des examens les plus durs. Ouais. Mais je reviens une semaine plus tard et je le passe. Ok. Et là, je suis lancé. Airlo. Problème, on nous disait que Airlo, l'examen, si tu parles pas bien anglais, si tu comprends pas très bien, tu peux te courir. Et boum, je viens. Bon, j'ai eu la meilleure note, je pense, j'ai eu 86 ou un truc comme ça. Machallah. Et là, je prenais de la confiance. Bah, bien sûr. Commencé. Là, tu as 4 examens. Tu as 4 examens sur 8. Sur les 8, mais. Tu as fait 50%. Voilà. Et là, je prenais la confiance et direct, qu'est-ce que j'ai fait après? Je pense que j'ai fait NAV, c'était ma spécialité. J'ai eu 94. J'étais très fort en NAV. Donc là, tu as 5 sur 8. Voilà. Et les autres, ils commençaient à... Parce qu'on était un groupe, c'était une promotion. Et les autres qui commencent à ralentir. Moi, j'étais lancé. Alors que toi, t'étais celui qui avait loupé les premiers examens. Celui qui avait loupé en premier. Ouais. Et là, j'étais devant. Peut-être après, je pense qu'on était 3. L'autre Sénégalais et un gars du Malawi. On était 3 à être devant. On était réguliers, quoi. Après, NAV, je fais flight planning. Je passe aussi largement, 80 et quelques. Et après, je fais radio aids. Je passe aussi 94, un truc comme ça. Et il me restait ATG. Ouais, il restait un. Il restait un seul. Et les autres, ils avaient ralenti, quoi. Mais moi, j'avais une cadence, genre. J'étais tellement déterminé parce que ça m'avait fait très mal de rater le premier, quoi. Donc, c'était un peu la course, une petite concurrence entre nous. Et là, je me dis, écoute, il me reste un examen et il y a 2 super examens à faire derrière. L'un, il est assez simple. Je vais essayer de faire 2 examens en même temps. Essayer de faire ATG General Radio. J'ai raté ATG. J'ai eu 73, je pense. Et j'ai passé radio. Donc, je devrais faire ATG. Mais après, je suis revenu une semaine plus tard, je l'ai passé. Donc là, j'avais tout fini. Il me restait un seul. Et c'était le monstre des examens. Parce qu'à cette période, le système avait changé. Le système SUDAF avait changé. Parce que ce qui s'était passé, il y avait des accidents qui se passaient. Il y avait beaucoup d'accidents en aviation légère. Et l'OACI avait demandé à ce que l'Afrique du Sud fasse des réformes par rapport à ses formations. D'accord. Parce que ce qui se passait, tu as ce qu'on appelle le vol aux instruments. C'est une qualification. C'est-à-dire, tu peux voler sans référence visuelle extérieure. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai parlé de VFR. De vol à vue. Vol à vue. Et tu as ce qui te permet de rentrer dans des nuages. Et donc, tu vois, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de montagnes. Parce qu'il y a eu des crashs assez sévères quand même. Donc, eux, ils ont décidé maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont corser l'examen IFR. D'accord. C'est l'examen qui me restait. Si tu fais cet examen, ça équivaut à avoir fait tous les autres examens en une fois. Parce que ce qu'ils voulaient plus, c'est qu'un élève PPL soit qualifié, par exemple, moi qui étais à l'aéroclub, et que j'ai une qualification IFR. Ok. Donc, ils voulaient que quand tu fasses un examen IFR, ça revient un peu à ce que tu es le niveau de quelqu'un qui a un CPL. Donc, rappelle-moi, parce que ça fait beaucoup de noms. Donc, CPL, c'est... Commercial. C'est ça qui te permet de voler et être rémunéré et on peut dire dans les gros avions. D'accord. Le PPL, c'est la licence de pilote privé. D'accord. C'est la première.
Donc, si tu as la première licence, si tu veux avoir une qualification, parce que les qualifications, c'est des titres que tu rajoutes sur ta licence. Oui. Donc, si tu veux avoir ce titre, tu fais un examen qui équivaut à l'ensemble des examens que ceux qui font le CPL ils font. D'accord. Donc, ceux qui avaient corsé le truc, et c'était très dur. Je me rappelle, à cette période, il y avait même des instructeurs qui étaient chez nous qui n'avaient pas cette qualif. OK. Parce qu'ils l'avaient raté. Waouh. Et quand tu le rates 3 fois, comme je t'ai dit, c'est 2 mois. Ouais. Et dans l'école, et je peux te dire, dans l'école et même dans l'aéroport où on était, il y avait une dizaine d'écoles, personne n'avait encore jamais passé cet examen. What? Donc c'était déjà le quelque monstre. Chose de fou. Comme quoi. tu dis, c'est le monstre. Parce que même, je me rappelle, un jour, on allait passer un examen et on avait un de nos instructeurs qui allait faire l'examen là, et il avait échoué. Il nous disait, c'était un Zimbabwéen, je me rappelle, il nous disait carrément, c'est impossible de passer cet examen. Personne ne va le passer. Il nous dit, même vous n'allez jamais passer cet examen. Parce qu'il avait le seum, il était un peu énervé. Et bon, il nous a un peu fait peur. Mais notre pote Cédric, il me disait, sénégalais, il me disait, non, on va le passer. J'en suis sûr, on va le passer. Et tu avais beaucoup de gars qui avaient essayé et qui l'avaient échoué. Juste pour que je sois sûr, c'est que des examens théoriques, genre c'est que de l'écrit, il n'y a pas de simulateur ou non, autre, c'est que de l'écrit. C'est que de l'écrit. D'accord. Que des connaissances. D'accord. Et là, je m'enferme 1 mois. Je commence à bosser. Et je vais, parce que par exemple, tu dois voir les anciens qui ont déjà fait l'examen, tu leur demandes, ils te donnent des inputs, ils te disent, écoute, tu as ce genre de questions qui peuvent arriver, ça. C'est à cette période, parce qu'en général, les examens qui sont normaux, tu as une database. Tu as au moins des questions où tu peux t'entraîner. Ok, tout ça. d'accord. Mais des questions qui te préparent à... C'est ça. Cet examen était nouveau, donc personne ne le maîtrisait. Ok. Et donc, je me suis enfermé 1 mois. Bosser. Je me suis dit, écoute, je vais essayer. Et bizarrement, tout le monde dans mon école, genre, quand tu vas faire cet examen, c'est comme si tu partais en guerre. Tout le monde attend que quand tu vas ressortir. Je suis parti et c'était la première fois que j'avais moins de 70. Ah ouais. 67%. Ah ouais. L'examen, il dure 4 heures. Et tu as 100 questions. Et je t'assure, quand tu arrives à 50, ton cerveau, il est... Ouais, parce que c'est ça. Donc, parce que tu dis, ça doit être des cas tellement... C'est des trucs mélangés. C'est tout qui vient. C'est comme... Non, c'est un examen très, très dur. J'arrive à 50 questions, ton cerveau est fatigué. Écoute, mais au moins... Mais t'as déjà 67, c'est déjà... 67, je me dis, écoute, cet examen-là n'est pas aussi dur qu'il le pense. Bon, moi, je me suis dit, écoute, ça, je peux le passer. Je m'enferme encore. Je prends, je pense, 2 semaines de plus. Je bosse. Et je me dis, écoute, je vais aller le repasser. Je suis parti, j'ai eu 74. Et je me rappelle le jour-là, quand je revenais à l'école, tout le monde, j'avais les instructeurs. Chacun, tu as ton instructeur personnel. Mon instructeur, il était confiant. Quand je reviens, je lui dis, j'ai 74, mon frère. Il me dit, non. Parce qu'en plus, ça, t'as les résultats tout de suite? Non, en fait, dès que tu as l'ordinateur, dès que tu mets submit, il te donne ton résultat. Il te dit congratulations ou il te dit sorry. Oh là là. Je me rappelle ces 2 phrases. Ah, quand tu dois avoir la pression avant d'appuyer sur le bouton là. Il y en a qui appuyaient et qui quittaient la salle sans regarder. Et quand tu sors dehors, le gars, il t'imprime ton document et c'est là où tu regardes. Mais franchement... Donc là, tu l'as passé une fois. 67. 67. 2 semaines après, tu reviens. 74. Et donc, il te reste une 3e tentative. Une 3e tentative. Je me dis cette fois, je dis à personne que je vais passer cette fois. Je vais me préparer et je pars tout seul sans dire à personne. Et bon, j'avais juste dit à mon coloc, quoi. Lui, il savait. Et là, je prépare et là, j'ai eu 84. Machallah. J'étais le premier. J'étais le tout premier depuis cette terre à avoir eu cet examen. Waouh. Dans toute l'école, dans tout l'aéroport. Waouh. Et là, quand je suis revenu... T'es sorti en mode Iron Man, avec la fumée derrière, la guerre, tu marches. Quand je suis arrivé à l'école, les gars n'en revenaient pas. Ouais. Je leur ai montré mon coaching report. Directement, ils m'ont demandé tous mes notes. Ouais. J'ai sorti mes notes, ils étaient en train de photocopier. Et ils me disaient,
quelques jours plus tard, il me disait, il y a des gars d'autres écoles qui viennent ici, qui prennent des notes et tout ça. Incroyable. C'était incroyable. Parce que tout le monde parlait de moi. Tout le monde disait que... Bah oui, t'es le premier à l'avoir réussi. J'étais le premier. Et les gens commençaient à venir chez moi pour que... Voilà, quoi. Ouais, tu les conseilles, tu les coaches. Voilà, je leur disais, écoute, c'est ce genre de questions, il faut faire comme ça, c'est ça, c'est ça. Il faut apprendre ce truc, il faut faire ça. J'avais une certaine expérience. Et je me rappelle, l'instructeur dont je te parlais qui était... Le Zimbabwéen qui a échoué après, là. il est venu chez moi. Il est venu à la maison, après, il a passé l'examen, j'ai aidé, genre, pas aidé, mais genre, j'ai eu à orienter, ils étaient quoi, 3, 4, 5 personnes. Ils venaient tout le temps chez moi. Franchement, après, les gens commençaient à passer ça simple. Simple. Moi, j'ai eu mes 10 examens. En fait, après, je me rappelle à cette période, l'école n'avait plus eu... L'école est très présente dans les réseaux. Mais si tu regardes à cette période, ils n'avaient plus de personnes qui passaient, qui finissaient avec un commercial IFR multi. C'était toujours commercial, mais VFR, quoi. Donc, c'était une chance pour eux. Pour refaire une grosse pub. Donc, ils accélèrent ma formation. Je vais dans les simulateurs, je fais les vols, bimoteur, tout ça. Pour moi, les vols sont plus simples que les examens théoriques. D'accord. Parce que les vols, c'est de la pratique. Et plus tu pratiques, plus tu te perfectionnes. Donc, les vols, j'ai passé ça facile, c'était rapide et tout. Et je fais mon test en vol tranquillement. Je finis ma formation, tranquille. Test en vol, ça veut dire que c'est avec un avion là que tu pilotes? En fait, à l'issue de ta formation, tu as fini. Là, tu as un DFE, c'est un Design Flight Examinator. Il doit te tester. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Il est là pour l'autorité de l'aviation civile. Pour montrer que tu connais tout. Ta formation s'est bien passée. Voilà. Donc, tu fais en premier un test dans un simulateur. Tu vas avec lui, il te fait un test dans le simu, tu fais tes vols, tes procédures, tu viens atterrir, tout ça. Il te valide. C'est bon, tu as passé ça. Et le lendemain, tu fais un test en vol sur un avion bimoteur. D'accord. Pour valider ta qualification de vol sur un avion avec plusieurs moteurs. Toi, tu avais déjà volé un bimoteur avant ce vol-là? Oui. Pendant la formation pratique, tu vas faire du bimoteur. Tu vas faire quelques petites heures, 5 heures. C'était pas très dur. Hein. Est-ce que c'est très différent de piloter l'avion que tu pilotais à l'aéroclub? Il est plus lourd. L'avion est plus lourd, il est plus performant, plus rapide. Et ça demande un peu plus, quoi. Mais c'était pas très, très dur. Mais c'est ça, j'allais demander, est-ce que le passionné d'aviation, quand tu pilotes ce nouveau type d'avion, est-ce que tu as encore l'adrénaline, je vais dire, comme le premier vol que tu as fait, ou est-ce que ça devient, entre guillemets, banal? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je dirais pas banal, parce qu'au début, ça te montre que tu es en train d'avancer, de gravir les échelons. Donc, c'était assez spécial quand même, de sentir que c'est toi qui pilotes ce gros avion-là. Donc, c'était quelque chose... Ce n'est jamais la même sensation que ton premier vol. Ouais, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose de différent. Parce que je me dis, le premier vol est le premier gros avion. Tu vois, pour moi, j'imagine, hein, en tant que public, ça doit être les deux moments dans une carrière de pilote que tu n'oublies pas. Parce que, tu sais, je veux pas dire de bêtises, mais tu vois, les 737, les trucs comme ça, quand tu dois tirer pour que l'avion là commence à se lever et piloter ça doit être aussi quelque chose. Là, c'est une sensation à part. Non, t'inquiète, tu vas nous raconter. Là, je vais arriver. Là, t'inquiète même pas, on va y arriver. Donc là, tu fais ton test avec l'inspecteur sur le bimoteur. Voilà. Tout se passe bien? Tout se passe bien, tranquille, sans problème. Et là, l'école s'est même empressée de faire la photo pour poser. Parce que j'ai passé le test et 5 minutes plus tard, c'était déjà dans le réseau. Parce que il voulait... C'était de la com pour... C'est ça, il voulait dire que, regardez, en venant chez nous, vous pouvez réussir cet examen monstrueux que personne n'a réussi. En fait, c'était un coup pour montrer, parce que beaucoup d'écoles, beaucoup de gens commençaient à se décourager parce que l'examen était chaud. Maintenant, voilà, il y a une database, tout le monde le passe maintenant tranquillement, mais avant, c'était chaud. C'était très chaud. Et là, du coup, quand je finis, j'avais 2 options. Soit je rentre à la maison, soit je restais pour faire ce qu'on appelait un Frozen ATPL. C'est-à-dire, c'est la dernière licence en aviation, l'ATPL. D'accord. La licence de pilote de ligne. D'accord. Et celle-là te permet plus tard de devenir commandant de bord.
D'accord. disons. Parce que donc là, quand tu as fini ce diplôme-là, Mhm. là maintenant, tu peux être rémunéré. Tu peux C'est-à-dire- être rémunéré. D'accord. Tu peux être copilote, D'accord. first officer, D'accord. dans une compagnie. D'accord. Donc là, vu que mon oncle m'avait promis un boulot, Ouais. mais c'était un peu en stand-by à ce moment parce que je l'avais prévenu que j'avais fini. Il m'a dit, bon, on va attendre un peu Mhm. et tout parce qu'il devait me requalifier sur un autre avion. D'accord. Donc je me suis dit, écoute, tant que je suis encore là, mon visa est encore valide, je vais essayer de pousser un peu plus. Mhm. Et j'ai commencé à faire les examens de la TPL. D'accord. Donc, c'était pas très, très dur parce que c'était les mêmes examens avec peut-être 30% en plus. D'accord. J'ai commencé à bosser, j'ai commencé à les passer. Une autre anecdote même, je me rappelle, beaucoup de mes amis, ils étaient encore à l'école. Donc, du coup, quand ils partaient en vol quelque part, ils voulaient m'avoir avec eux. Ok. Juste à côté, genre, comme un petit safety. Uh-huh. Et mon coloc, je m'appelle Jean-Paul, lui, il aimait faire les vols la nuit. Ouais. Parce que quand tu fais ton mûrissement, moi, j'avais pas besoin de mûrissement parce que j'avais déjà fini. Mhm. On partait ensemble. Ok. Et je me rappelle, un jour, je voulais pas partir. Il me disait non, il faut venir tout le temps. Voilà. Parce que j'avais un examen le lendemain. Je pense que j'avais mon examen vers 13h. Ok. Il me dit non, on y va. Je lui dis écoute, je préfère rester bosser. Il me dit non, prends l'ordinateur, on part en vol, tu étudies. Toi, tu bosses pendant que moi, je pilote. C'était 2 heures de vol. On devait quitter Johannesburg. Là où on était, ça s'appelait Germiston. Ok. On devait aller à Mafeking. Ok. C'est à 2 heures. On arrive à Mafeking, on se pose, on se dégourdit un peu les jambes. Et bon, on doit repartir. Et on est arrivé très tard parce qu'on est arrivé, il était minuit, quelque chose comme ça. On démarre l'avion, il marche pas. Et moi, je pensais à mon À ton examen du lendemain. Je te promets, on démarre. L'avion ne veut pas. On a tout fait. L'avion ne voulait pas. Parce que c'est 2 heures d'avion, mais donc ça veut dire par route, c'est au moins. Par route, on ne sait même pas. On ne connaît pas. En fait, nous, on connaît que l'aéroport. Bah oui. On connaît rien. Ouais. Rien qui soit autour, quoi. Ouais. On ne connaît pas. Et on ne peut même pas laisser l'avion là-bas. Ouais. On commence à se poser des questions. Moi, je me dis, bon, de toute façon, l'examen, je serais obligé de perdre mon argent et de rebooker un autre jour. Et j'étais prêt pour le faire et tout. On était obligé de dormir dans l'avion. Hein. On a dormi dans l'avion, on est allé dans le terminal. Et au matin, quand il a commencé à faire clair, on a essayé et ça a marché. En fait, on a compris que l'avion avait un problème de démarrage à chaud. Ok. Il fallait laisser le moteur refroidir. Ok. Pour que Donc, ça. c'était le problème qu'il avait. Donc, on est arrivé au matin. On est arrivé, je pense, il était 10h, 11h, direct. Toi, t'as couru, bah J'ai oui. même pas pris ma douche. Ouais. J'ai pris un Uber, je suis parti. Ouais. J'ai passé l'examen, ça s'est bien passé. Et donc, tu fais combien de temps en Afrique du Sud, tu m'as dit? J'ai fait 2 ans. Tu fais 2 ans. J'ai fait 2 ans. Ok. Donc, Donc, quand même, je dirais après Dakar, c'est l'endroit où je me sens chez moi. Parce ouais. que j'y ai vécu 2 ans quand même et j'y ai retourné chaque année. Mhm. Mais franchement, les gens sont super cool. Mhm. C'est vrai que c'est un pays un peu dangereux Ouais. à certains endroits. C'est ça, tu dois savoir où tu vas, où tu vas Exactement, pas et c'est ça. faire attention, bien Et sûr. quand même, j'ai été vraiment surpris de l'avancée aéronautique qu'ils ont. Ok. Ils ont beaucoup de compagnies aériennes déjà. Ouais. Et ils ont beaucoup d'écoles de pilotage. Ok. Et beaucoup de gens viennent de partout dans le monde faire leurs études. Mhm. Mhm. Et C'est intéressant que tu dis ça parce que on n'imagine pas que l'Afrique du Sud puisse être un pôle pour apprendre à piloter. Tu en vois? fait, c'est ça. Et pourtant, l'Afrique du Sud, je me rappelle, il y a une ville qui s'appelle Sandton City et c'est la ville la plus riche d'Afrique. Ok. Franchement, en termes d'infrastructure, ils sont high level. Ok. C'est un pays vraiment, je pense que ils sont. Je dirais pas que c'est un pays en voie de développement. Je dirais non, même que c'est bien un sûr. pays développé. Développer, carrément. oui, oui, oui. Et eux, ils disent que c'est l'Europe de l'Afrique. Ouais, ouais. Mais franchement, ils sont très avancés Ouais. en termes de technologie. Et même leur aviation est très développée. Mhm. Et même les pilotes sud-africains sont très calés. Mhm. Même quand tu vas à Emirates Sousa, tu as Tu as beaucoup de pilotes qui beaucoup sont de passés pilotes par. sud-africains. Ok. Ok. Et la South African Airlines, c'est une très, très Ouais. grande compagnie Ouais, aussi. ouais. Et donc, quand tu finis tous tes diplômes Mhm. en Afrique du Sud, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres tout de suite au Sénégal? Je rentre à Dakar avec beaucoup d'émotions. Ouais.
déjà, le fait, après 2 ans, après avoir quitté le pays, je reviens avec quelque chose. Ouais. Les parents étaient très fiers, très contents. C'était des moments d'émotion. On me faisait même des blagues, genre, pour reparler d'avant, genre, comment j'ai fait pour en arriver là. Ouais. C'était un rêve, quoi. Parce que ça, c'est un parcours de combien d'années, donc, finalement, au total? Parce que tu fais 2 ans en Afrique du Sud. J'ai fait 2 ans à l'aéroclub. Tu as fait 2 ans à avec une année sabbatique, disons. 5 ans. 5 ans, Ouais. quand même. T'imagines, donc. Pendant que d'autres, en 18 mois, ils sont Ouais. Toi, ça te prend 5 ans. Donc, effectivement, 5 ans. quand tu finis tout ça, et en plus, toi, dans tes 5 ans, il y a des nouveaux examens qui n'existaient pas, que tu dois passer. Ouais. J'imagine, quand tu finis ces 5 ans-là, tu dois te sentir waouh. Non, j'étais fier. Ouais. Et les parents étaient super fiers de Bien moi. sûr. Franchement, parce que d'un côté, j'ai vu ce que c'était de s'expatrier déjà. Mhm. J'ai vu des jeunes qui étaient là-bas et qui n'étaient pas conscients. Mhm. Les parents, quand ils investissent sur toi, Mhm. c'est pour avoir quelque chose en retour. Mhm. C'est pas pour que tu partes. J'aurais pu partir et voilà quoi. Ouais, faire la fête, Faire la fête bien comme sûr. certains le font. Ouais. Je me rappelle, je bossais tellement dur. Je voyais les copains qui partaient en boîte, ils revenaient, je leur ouvrais le gate, je retournais bosser. Je faisais que ça, je faisais bosser, je m'amusais pas du tout. Ouais. J'étais focus sur Ouais. quelque chose. Parce que tout le temps, je repensais aux galères que mes parents ils endurent Bien sûr. pour pouvoir financer mes Bien études. sûr. Donc, je leur devais ça. Bien sûr. C'était un minimum, réussir et revenir leur Ouais. dire, écoute, papa, maman, voilà ce que... Vous vous êtes sacrifié Vous pour êtes moi. sacrifié pour moi, voilà Voilà. ce que j'ai réalisé. Ouais. Et pour ça, ils me l'ont même témoigné. Ils m'ont dit, écoute, tu aurais pu ne pas revenir avec quelque chose. Parce que beaucoup de gens partent Mhm. et après, cartouche ou bien, Mhm. ils ramènent rien. Quand tu investis, tu vois rien en retour. Mhm. Cette fierté que les parents ils ont, c'est juste de voir leur fils réussir C'est ça. ou leur fille réussir. C'est ça. De savoir que notre fils avait un rêve. Exactement. On a fait de notre mieux en tant que parents pour Exactement. l'accompagner dans son rêve et il a réalisé Et son l'a rêve. réalisé. Je pense que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ouais. C'est ça. Donc, ça avait tout son sens. Et tout le temps, quand j'y repense, j'ai les larmes aux yeux. Parce que c'est beaucoup d'émotions. Bien En sûr. fait, de voir ses parents se sacrifier pour pouvoir te permettre de réaliser certaines choses, c'est incroyable. Ouais. Et je les remercierai jamais autant. Ouais. Pour ça, franchement, je leur serai éternellement reconnaissant. Ouais. Parce que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, Ouais. c'est Ah non, c'est bien grâce sûr. à eux et au bon Dieu. Quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ta maman qui t'offre tes 5 premières heures, Ouais. ce qu'ils font pour te donner les 10 ensuite prochaines Mhm. heures, Mhm. t'aider pour aller en Afrique du Sud, tout. Donc c'est Ouais. leur rêve aussi C'est le rêve. qui s'accomplit. C'est ça. Et franchement, après ça, bon, tout le temps, tu vois comment le papa, il est fier. Tout Ouais. le temps, quand il part à quelqu'un, il est fier de te présenter. Mais Tu bien vois. sûr. Et, viens, Maodo, viens. C'est mon fils, C'est mon il est fils. pilote. Il est pilote. C'est une fierté. En fait, je me sens gêné tout le temps quand elle le fait, mais tout le temps, ma mère me dit, écoute, c'est une fierté. C'est sa pour fierté, lui. bien sûr. Il faut On le laisser dit, profiter. Mon fils, il est pharmacien, mon fils, il est pilote. Mhm. C'est une fierté. Donc, Bien sûr. après, bon, j'ai compris. Et tout le temps, il est tellement fier. Et ça me fait tellement plaisir Bien sûr. de pouvoir Lui donner cette lui joie. donner cette joie. Ouais. Et voilà, donc après l'Afrique du Sud, je rentre à Dakar et je vais voir mon oncle et il me dit, écoute, ces temps-ci, c'est un peu compliqué, Ouais. mais on va s'en charger. Donc je suis resté 2 mois où je faisais rien et tout. Mhm. Et bim, d'un coup, il me rappelle. Je viens à son bureau et tout ça, il me parle, il m'explique. Il me dit, écoute, voilà, là, je veux te mettre sur cet avion, tout ça. Et hop, il me renvoie en Afrique du Sud. Ok. 1 mois, c'était sur un Beechcraft 1900. C'est un avion de 19 places. D'accord. Donc, j'ai volé dessus pendant 1 an à Transair. D'accord. Et c'était des vols. On allait dans les mines d'or ramener les gens, les miniers qui Ok. travaillent là-bas. Ok. On faisait des vols sur Kolda, on faisait des vols sur le Cap Skirring et aussi des vols privés Mhm. à la demande des vols VIP, Mhm. ramener des autorités Mhm. de différents pays, Guinée-Bissau, tout ça. Ok. Partir au Cap-Vert, on faisait quand même des vols. C'était D'accord. intéressant et j'ai beaucoup appris. C'était un avion qui était tout nouveau pour moi. Quand je le voyais, je voyais un gros avion. Ouais, quoi. bien Malgré sûr. que c'était 19 places. Bien sûr. Parce que j'avais l'habitude des avions de 4 places et Ouais. tout. Et c'était des avions de 19 places. Et c'était une belle expérience. Mhm. Franchement, c'était une belle expérience que j'ai très bien vécue et où j'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai beaucoup appris et c'est ce qui a lancé ma carrière, on peut dire. Ok. Et c'est pendant cette année que avec Biram, Mhm. bon, Biram, tu connais. Shout out Tonton Biram. Donc, on s'est croisés à l'aéroclub. Je me rappelle, j'étais le premier à l'accueillir à l'aéroclub. Ok. C'était, je me rappelle plus de quelle année. C'était, je pense, soit en 2015 ou quelque chose comme ça.
C'était juste avant que je parte en Afrique du Sud. D'accord. Je l'accueillais à l'aéroclub, je lui ai montré un peu l'atmosphère et tout. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Biram, je vous explique rapidement. Biram, c'est un ami qu'on a en commun, qui est un grand passionné d'aviation lui aussi, qui était à l'aéroclub avec Maodo et qui, avec Maodo, ils ont fait un projet ensemble. Et le projet, on en parlera dans le bonus. Donc, si tu veux savoir de quel projet on parle plus en détail, il faudra aller voir le bonus. Mais bon, bref, qui sort mercredi prochain. Voilà. donc tu rencontres Biram. Donc, je rencontre Biram, on se parle et tout ça. On est devenus très potes, devenu un frère même. Ouais. Et même quand j'étais en Afrique du Sud, on parlait tout le temps. On parlait tout le temps. Ah, normal, deux passionnés d'aviation ensemble. On parlait d'avion. Quand il faisait ses vols, il me demandait, donc on faisait tout ensemble et tout. Et quand je reviens cette année, 2019, et c'est de là où est né le projet Flysen. Donc on a commencé à y penser. Et c'était une idée un peu folle. Ouais, bien sûr. Parce qu'on s'est assis, on était au bar de l'aéroclub, on faisait nos vols parce que tout le temps on allait au Cap Skirring, on allait à Saint-Louis, on allait un peu partout. On faisait souvent des vols ensemble. Il volait pas sans que je sois avec lui. On était tout le temps ensemble. Je faisais mes vols à Transair, mais je volais avec lui quand même à l'aéroclub. Donc on était tout le temps ensemble. Et d'un coup, on voit tout le temps des rallyes aériens qui viennent à Dakar, le Red Lateco Air, le Toulouse-Saint-Louis. Ils viennent, on voit des gens qui viennent à Dakar, on leur demande d'où vous venez, ils nous disent on vient de France, comme ça, facile. Et on se dit, les gens se baladent jusqu'ici avec leurs avions. Il me dit, pourquoi pas nous? Je lui dis, pas. Moi, j'y ai jamais trop pensé. Tu vois. Il me dit, écoute, on devrait essayer de faire ça. On essaie de prendre notre avion, on va en France. Moi, j'étais pas trop convaincu, quoi. Moi, je me disais, Biram, peut-être, il rêve trop, quoi. Genre, on n'aura jamais le temps, ou bien... Pour moi, il y avait des préjugés. On disait toujours, c'est un truc de blanc, quoi. Mais lui, il était sérieux, hein. Il était super sérieux et tout. Et un jour, ce qu'il a fait, il m'a dit, écoute, on va vraiment faire ça. Il a appelé l'iPro et Tierno. Et il leur a parlé du projet. Et on devait se retrouver à l'aéroclub pour discuter et voir comment on allait faire. Parce que vu que ça devait être quelque chose... qui devait être documenté mis en avant. Parce que ça allait être une première. Donc, on a discuté du projet, tout ça. On a dit, écoute, on va mettre le projet Flysen. On a créé notre groupe WhatsApp, commencé à discuter. Écoute, là, et Tierno s'occupe de la partie commerciale et tout ça, marketing. Et nous, on s'occupe de la partie technique. Chacun de son côté, on fait nos travaux et tout ça. C'était très intéressant. Hein. On était ensemble tout le temps, on mangeait ensemble, on préparait les trucs, on allait voir certaines autorités parce qu'on avait besoin aussi de fonds, de sponsors et tout. Parce qu'on n'en a pas manqué. Certains n'ont pas cru au projet. Bien sûr. D'autres y ont cru. Certains pensaient que c'était juste un buzz. Un bad buzz, qu'après, bon, on n'allait pas y aller. Et je me rappelle la date, je ne sais plus, je pense. En plus, à l'approche du projet, Air Sénégal m'avait contacté. Donc, je devais quitter Transair pour aller à Air Sénégal. Et on avait fixé notre date, je ne me rappelle plus, c'était en fin juin. Je pense que c'était le 29 juin, un truc comme ça. Et juste avant, Air Sénégal m'appelle. On me dit, écoute, on veut que tu partes en formation tout de suite. Et là, j'ai calé. Ils me disent, écoute, on a un slot pour toi, on veut que tu partes. Et Air Sénégal, il t'appelle pour voler sur les gros avions maintenant. Les gros avions. J'avais le choix. C'était, j'abandonne le projet et je vais me concentrer sur ma carrière. Et là, parce qu'eux, ils m'avaient déjà donné une date. Par exemple, ils m'avaient dit, tu commences le 14 juillet. Donc, j'avais un gap, je pouvais faire le projet Flysen. Et là, ils veulent m'avancer. Et là, j'appelle Biram, je lui dis, écoute, les gars veulent que je fasse ça. Mais je vais pas accepter. Je vais pas laisser tout ce travail qu'on a monté derrière, là. Je vais pas le laisser pour rien, quoi. Ils me disent, ma carrière est plus importante, c'est vrai, mais vu que je m'étais entendu sur ça. Et là, j'ai refusé. Je leur ai dit, écoutez, j'ai mon projet, je veux le faire d'abord. Donc, je préfère garder cette date du 14. J'aurais pu faire capoter le truc. Parce que si j'avais pensé qu'à moi... Ah oui, non, bien sûr. Si tu avais pensé qu'à toi et ta carrière, c'est ça. Ce projet que vous aviez monté depuis des mois, c'est ça. Aurait pu s'arrêter. Exactement. Donc, je me suis dit, écoute, faut pas
faut pas vraiment, faut assurer quoi sur ce coup. Donc on a fait notre projet. Le projet, c'était faire donc Dakar-Paris. Voilà, c'était de quitter Dakar. Ouais. On voulait retracer l'histoire de Jean Mermoz, l'aéropostale, qui commence réellement à Saint-Louis. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on a fait, si tu veux, la veille, on a pris l'avion, on est allé à Saint-Louis. Oui. On a dormi à Saint-Louis et on s'est levé de bonne heure pour aller. Notre première étape, c'était de Dakar jusqu'à Nouadhibou. OK. Et je me rappelle, au départ, il y avait le commandant de l'aéroport, de Saint-Louis, tout ça, quelques officiels. On a décollé. Moi, j'y croyais toujours pas. Dès qu'on a décollé, j'avais envie de faire pipi. C'était tellement le stress commençait. Je me disais, attends, on est vraiment en train de faire ça. On a décollé, on allait à Nouadhibou, c'était 3 heures de vol. Et ce qu'on faisait, c'était que... Attends. Laisse-les attendre le bonus. Juste leur dire qu'en tout cas, vous avez fait donc Saint-Louis, Paris. Nouadhibou. Voilà, donc c'était de Saint-Louis jusqu'à Paris, à Logne, en banlieue parisienne. Avec votre petit avion. Qui était quoi, 3 places, 4 places? C'est ça. Il y avait Sébastien avec vous? Sébastien sur le retour. Sur le retour, d'accord. Donc vous avez fait vous deux jusqu'à Paris, depuis Dakar avec ce petit avion-là. Ouais. On va pas dire en combien de jours, on va pas dire en combien de temps. Si vous voulez savoir, c'est pendant le bonus. D'accord? Attendez le bonus. Voilà. Donc ça, tu fais ça. Cette aventure se termine. Et donc là, tu pars chez Air Sénégal. Et là, dès que j'arrive, je dois rejoindre Air Sénégal. Dès que tu arrives à Paris? En fait, non. On est arrivé à Paris, on a laissé l'avion là-bas, et après on est revenu le prendre une semaine plus tard. Et là, je dois rejoindre Air Sénégal. Ouais. Donc Air Sénégal m'envoie à Toulouse. Ouais. Je vais faire une formation de 2 mois sur un avion, sur la terre. Et là, voilà, c'est là que ma carrière de pilote de ligne commence, avec Air Sénégal. C'est comment C'est quoi la sensation? Parce que tu nous as parlé de la sensation donc, du premier vol. Parce que l'ATR, là, on parle vraiment de gros avions de ligne. Ouais, c'est un avion de turboprop 70 places. OK. Donc, c'est pas encore le plus gros avion. OK. Le plus gros que tu as piloté aujourd'hui, c'est quoi comme avion? Disons que c'est l'Airbus A321. OK. Et l'ATR, c'est un avion quand même. En fait, pour dire vrai, chaque fois que tu es dans une étape, quand tu l'entames, c'est merveilleux. Ah ouais, bien sûr. Et tu rêves du prochain. Ouais. Parce que, bizarrement, quand tu regardes... d'où tu es parti. Quand je reviens voler à l'aéroclub, bien sûr, je trouve les avions trop petits. Bien sûr. Parfois même, genre, voilà quoi, tu rêves toujours plus grand. Bien sûr. Toujours plus grand. Même maintenant, quand je vois la Terre, je le trouve petit. Et donc, quand tu fais tes tests pendant 2 mois de préparation sur la Terre et tout, c'est dans le but de faire quoi? De travailler avec Air Sénégal sur la sous-région? En fait, c'est ça. En fait, en aviation, ce qui se passe, c'est que pour chaque type d'avion, quand tu es en aviation de ligne, chaque avion est spécifique. Oui. Tu ne peux pas voler sur 2 avions différents. Oui. Donc, si tu dois voler sur la Terre, tu fais une formation que sur la Terre. D'accord. Ça peut te prendre 1 mois, 2 mois. Et après, tu commences à voler sur cet avion. Maintenant, le jour où la compagnie a besoin de toi sur un autre type d'avion, il t'envoie faire la formation sur cet avion. Okay. Et tu ne vas plus voler l'ancien, mais tu vas voler que ça. D'accord. Donc, c'était pour ça. Donc, je commence à voler sur la Terre. C'était plus les vols dans la sous-région, c'est-à-dire les pays frontaliers. Tu y allais à Banjul, tu vas au Cap Skirring, Ziguinchor, Praia, Nouakchott, Bissau, Freetown, des trucs comme ça. D'accord. Et ça te prend combien de temps pour arriver sur le plus gros? Donc, j'ai fait 2 ans déjà sur la Terre. Et hop, Air Sénégal a un projet, ramener l'Airbus A220, qui est un avion de dernière génération. C'est dommage, l'avion n'est pas resté longtemps. On l'a eu tout neuf. J'ai été l'un des premiers à être là-dessus. C'est un jet, c'est un avion très futuristique. Franchement, il est excellent. C'est un des avions que j'aime le plus, je dirais, sur lesquels j'ai volé. Ça t'a fait quoi, justement? C'est ça. Parce que moi, c'est ça la question qui m'intéresse depuis tout à l'heure, c'est savoir, entre le premier vol, la sensation que tu as eu la première fois que tu as volé, et quand tu tires la première fois ce type d'avion-là, ah là, c'est autre chose. Et que tu sens que l'avion, il est en train de... Là, c'est là où j'ai ressenti le même truc que j'ai ressenti sur mon premier vol. Ouais. Je n'ai même pas parlé de mon premier vol solo. Hein. Ouais. Parce que le premier vol solo aussi, il est spécial. Quand l'instructeur te lâche, c'est-à-dire le premier vol sans l'instructeur, quand j'étais encore à l'aéroclub, comment ça se passe, c'est que tu décolles, l'instructeur, il te dit pas, il va te lâcher. Quand tu décolles, tu entends l'instructeur parler à la tour de contrôle. Il leur dit,
je veux faire un lâcher. Donc, l'élève va partir solo. Et là, toi, tu l'entends. Hein? Il t'a pas prévenu, toi, avant. Il t'a pas prévenu. Donc, tu sais que quand vous allez vous poser, tu vas t'arrêter et lui, il va sortir. Et toi, tu vas repartir. Ok. C'est quelque chose d'incroyable. Tu Donc, décolles. t'es en l'air, il dit à la tour de contrôle que vous allez réatterrir pour que lui descende. Au bord de la piste. Et toi, tu vas repartir. Et toi, tu vas repartir. Il te dit, et il te briefe, il te dit, tu vas faire 3 tours de piste. Et tu reviens me prendre ici. Comme ça, on rentrera ensemble. Et là, tu te dis, tu ne dis rien en fait. Ouais. Tu ne sais pas quoi dire. C'est ça, tu dis oui monsieur, et puis ok. C'est tout. Et là, il descend, je ferme la porte. Et je mets les gaz, je pars, je décolle. L'avion devient plus léger déjà. Ouais. Et là, tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu as besoin même d'immortaliser ce moment parce que tu n'y crois pas toi-même. Tu décolles. Sur le premier, je me suis dit non, là, j'y crois pas. Je suis parti, j'ai fait le tour, je suis venu, je me suis posé, je suis reparti. J'ai sorti mon téléphone direct. Je me suis dit là, il faut que je montre à mes parents qu'aujourd'hui, j'ai volé tout seul. Tout seul, ouais. Une petite vidéo, je vole tout seul. J'ai fait mes 3 tours de piste, je suis revenu. J'ai pris l'instructeur, je suis rentré. Ça, c'est une étape aussi de la carrière qui est très importante. Ça te donne la confiance. Et ton premier vol solo où tu vas, par exemple, à l'aéroclub, ton premier vol navigation solo, tu vas à Saint-Louis tout seul. D'accord. Tu décolles, c'est facile, tu suis la côte. Facile, hein. Et tu as un triangle à faire aussi qu'on appelle, tu décolles de Dakar, tu es allé à Saint-Louis, tu fais tamponner ton logbook par la tour pour montrer que tu es arrivé à Saint-Louis. Ouais. Ensuite, tu quittes Saint-Louis, tu vas à Kaolack. D'accord. Et tout sans GPS. D'accord. Tu as ton log de nav et ta carte. D'accord. Tu atterris à Kaolack. C'est un aéroport non contrôlé, tu vas à la météo, il te tamponne. Ok. Et de Kaolack, tu reviens à Dakar. D'accord. Donc, c'était ça. Donc, toi, tes 3 vols qui t'ont le plus marqué, c'est le premier vol avec l'instructeur, le premier vol solo et le vol sur le vol sur le jet. Je me rappelle, on a fait notre formation en Allemagne pour cet avion avec Lufthansa. Et quand on est rentré, on devait faire ce qu'on appelle un base training, c'est-à-dire tu devais piloter l'avion, faire 3 tours de piste. Et c'était, je me rappelle, avec des instructeurs canadiens. Donc je devais être le premier, je me rappelle, j'étais le premier. Ah non, on était 2. J'étais avec un capitaine et on devait faire ensemble. Chacun devait faire ses tours de piste. Mais c'était incroyable. Déjà, le jet, quand tu es dans le simulateur, la puissance qu'il développe, c'est énorme. Même si tu as un retard, par exemple, quand tu mets les gaz, le temps que ça tourne, ça prend un peu de temps, mais c'est incroyable. Tu te mets sur la piste et tu décolles. Dès que tu pousses, à des vitesses incroyables. Genre, tu décolles avec des vitesses, disons, de presque 300 km/h. Sur la piste, tu es là, tu tires, l'avion il monte. Incroyable. D'un point de vue technologie, j'imagine pas tous les systèmes que vous avez dans le cockpit. C'est quoi l'outil technologique qui t'impressionne le plus quand tu es dans ce type d'avion? Où tu regardes, tu te dis, mais quand même, c'est une folie qu'on ait inventé ça, c'est fou. En fait, il y en a pas mal. Ouais, j'imagine. Parce qu'en fait, tu as des systèmes de protection qui sont dans l'avion. Par exemple, qui empêchent aux pilotes de faire certaines erreurs. Par exemple, la machine est tellement intelligente qu'elle te corrige sur certaines erreurs. Ok. Donc, et le truc, c'est que en tant que pilote, tu dois connaître tous les systèmes de l'avion. Et ça, c'est très important. Tu dois connaître ta machine. Tu dois savoir le pourquoi l'avion réagit d'une certaine manière. Tu dois savoir ce que tu fais et tu dois tout le temps être en avant sur l'avion. Tu ne dois pas te faire piloter, mais c'est toi qui pilotes l'avion. Ouais. Et il y a pas mal de systèmes qui sont super intéressants, surtout maintenant. Par exemple, sur l'Airbus A220, tu avais, par exemple, en cas de dépressurisation de l'avion, si tu es en vol et que tu as un problème de pressurisation, l'avion, il le détecte. Et quand il le détecte, c'est lui-même qui commence à descendre. D'accord. C'est même pas toi qui lance le système. Tu ne lances pas le système. Lui, tu peux l'arrêter, mais lui, il le ressent qu'il y a un problème et lui, il descend tout de suite. Et toi, tu mets juste ton masque à oxygène et lui, il fait tomber les masques derrière, par exemple. Ok. Tu as plein de systèmes qui
qui sont comme ça, en fait. Et c'est technologiquement, par exemple, l'Airbus A320, c'est un avion qui date des années 80, mais quand tu montes dessus, quand tu apprends, tu te dis cette technologie, elle est incroyable, quoi. Ouais. Alors que il y a 30 ans. Ouais. Non, c'est ça qui, tu sais, moi, c'est ça qui m'impressionne toujours, tu vois, quand je vois des avions dans le ciel et tout, je me dis, mais ce que l'être humain est capable d'inventer. Incroyable. Quand tu vois ça, et tu sais, je te disais que moi, j'ai toujours quand même une angoisse quand je vais dans l'avion. Et tu vois, récemment, quand j'ai voyagé, je me suis posé la question de savoir, il y a combien de vols par jour dans le monde qui décollent? Il y en a des milliers. J'ai demandé à ChatGPT, qui m'a dit qu'à peu près en moyenne par jour, il y a entre 100 et 150 000 avions par jour qui décollent. Tu vois? Et je cherchais cette donnée-là parce que, comme on dit que c'est le moyen de transport le plus fiable au monde, tu vois, je voulais me rassurer. Je me dis, ah ouais, parce que ma belle-mère, elle habite juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, je vois le nombre d'avions qui décollent toute la journée. Tu vois, c'est pour ça qui m'a amené à me poser cette question. Et quand tu vois ça, et quand tu vois ce volume d'avions qui décollent tous les jours, et qu'effectivement, tu vois le ratio d'accidents, tu te dis, mais quelle technologie incroyable que l'être humain a réalisé en construisant l'aviation, en créant l'aviation. Ouais. Tu vois? Et aujourd'hui, si on devait arrêter la conversation là, j'aurais 2 questions pour toi. Tu dirais quoi justement à quelqu'un comme moi qui a cette angoisse de l'avion? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on se détende, tu vois? En fait, pour moi, l'avion reste toujours le moyen le plus sûr. Et c'est de juste voir toute cette chaîne derrière. C'est en parlant à différentes personnes qui travaillent dans le domaine que là, on peut se rassurer. Par exemple, de la conception, comment les gens y pensent pour mettre déjà, quand tu te dis un outil qui pèse des tonnes et des tonnes, qui se retrouve en l'air. Ouais. Et comme tu l'as dit, tu as 100 000 à 150 000 avions par jour. C'est toutes les mesures de sécurité qui sont derrière, qui sont très importantes. Avant que l'avion... Il y a une énorme chaîne. Par exemple, pour un vol, quand un vol doit partir, toute une chaîne qui est derrière. Ouais. C'est des opérations aériennes. Tu as le CCO, tu as la maintenance, tu as les pilotes, tu as les hôtesses, tu as les superviseurs. Pour qu'un vol puisse se passer très bien, il y a toute une chaîne. C'est tout un travail. Et toutes ces personnes qui travaillent autour sont super, super qualifiées. Déjà, avant qu'un avion ne soit certifié, il y a des vols d'essai qu'ils font sur les avions. Ça peut prendre des années. Pour qu'un prototype d'avion puisse sortir, ça peut prendre 5 ans, 6 ans. Ils travaillent méticuleusement sur chaque avion pour qu'il ne se passe pas de problème. Il y a eu parfois de petits soucis sur certains types d'avions qu'on a dû rappeler où il y a eu des accidents. Ça, c'est l'humain, parce que l'erreur est humaine. En général, parfois, tu peux avoir certains petits problèmes, mais rien que tout à l'heure, je parlais de air crash. Dès lors que toi, en tant que personne, tu sais ce qui se passe, c'est là où tu es en sécurité. Sécurité, ouais. Rien ne t'échappe. Parce que pour être pilote, pour moi, c'est ça. Il faut être méticuleux. Il faut être sérieux. On ne laisse aucune chose passer. Il faut être... comment on dit ça? Il ne faut rien laisser passer. Pas une toute petite erreur. Parce qu'une petite erreur, elle peut engendrer... Ah oui, une chaîne de catastrophes, bien sûr. Exactement. Donc, c'est même pour ça qu'on est 2 dans le cockpit. Les gens commencent à penser à des études de monopilote. Pour dire... même, l'autre fois, on était en train de parler dans notre rencontre de l'IA. Est-ce que l'IA pourrait remplacer un pilote? Il y a plein de perspectives. Parce que maintenant, ça parle beaucoup de ça. Et pour moi, franchement, jusqu'à maintenant, je pense que l'avion est le moyen le plus sûr au monde. J'y travaille et je comprends pourquoi. Je sais, par exemple, en tant que pilote, ce que je subis en termes de formation pour pouvoir piloter certains avions, c'est quelque chose de très descriptif. Par exemple, quand on te dit que le pilote il doit être entraîné à toute éventualité,
quand on va dans des simulateurs, on s'entraîne à des pannes moteurs, à tout type de panne hydraulique, train d'atterrissage qui ne sort pas, tout ça, on a des scénarios. Ouais. Et on est préparé pour ça. Ouais. Et chaque jour, tu as des incidents qui se passent. Hein. Ouais. Chaque jour, tu as des problèmes. Parfois, tu as un avion qui a un feu moteur, ou l'avion décolle, il perd un moteur, ou l'avion il décolle, il a une panne hydraulique, ou son train ne veut pas sortir. Et chaque jour, tu l'as. Peut-être ici au Sénégal, dès que tu as un petit incident, c'est dans les journaux, tout ça. Mais si tu vas aux États-Unis, chaque jour, tu as des incidents. Bien sûr. Les gens n'en parlent pas parce que c'est géré en toute sécurité. Ouais. Tant que c'est géré en toute sécurité, ça ne fait pas vraiment de bruit. Ouais. Et même ici, il y a eu des problèmes et c'est tout le temps géré en toute sécurité. Ouais. Et donc, et même quand on dit que l'avion est le plus sûr, c'est en termes de mouvement. C'est-à-dire en termes de décollage, atterrissage. Si tu prends tous ces mouvements, c'est des milliers et des milliers de mouvements par jour. Tu peux rester une année, tu n'entends aucun accident. Bien sûr. Bien sûr. Juste pour montrer. Parce que ils misent sur la sécurité avant tout. C'est la sécurité au centre de l'aviation. Tout ce qui n'est pas sûr est carrément dégagé de cette ère d'aviation-là. Que ça soit, même en étant pilote, tu dois être sûr. Tu dois être une valeur sûre. C'est pour ça, par exemple, tu as des visites médicales à faire. Ouais. Tu as des contrôles en vol à faire. Ouais. Même moi, en étant pilote, je suis contrôlé chaque 6 mois pour voir que j'ai un niveau standard. Sinon, je ne serai pas dans un cockpit. Et c'est valable pour tous les postes auxquels, par exemple, l'ingénieur, ceux qui sont dans la conception des avions. Ouais. Tout ça, même le contrôleur qui est perché dans la tour de contrôle, Ouais. c'est cette sécurité qui prime au-dessus de tout. Et c'est ça qui fait que l'aviation en est là où il est actuellement. C'est la sécurité. Il n'y a rien d'autre. On ne parle que de sécurité. On mange, on dort, on fait que de la sécurité. Et toi, aujourd'hui, avec ce parcours-là, est-ce que c'est quoi tes ambitions? Tu te vois, c'est quoi tes prochains rêves? Parce que tu rêvais de piloter un avion, tu as piloté le premier petit, tu es allé après sur un 19 places, 70 places, les bimoteurs là, dont tu parlais. C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes ambitions aujourd'hui? Mes ambitions, je dirais, c'est de gravir les échelons. Ouais. C'est-à-dire, déjà acquérir plus d'expérience. Ouais. Parce que ce que je disais, en toute humilité, hein, parce qu'en général, en étant pilote, il faut être très humble. J'ai besoin d'acquérir le maximum d'heures de vol possible. Je travaille dans ça, essayer de voler au quotidien, d'augmenter mes heures de vol. Et comme tout pilote, devenir commandant de bord. Ouais. C'est l'ultime. Pour passer commandant de bord, c'est quoi? C'est un minimum d'heures et d'autres examens à passer? En fait, il y a une licence, je te parlais tout à l'heure de la TPL. Bon, je l'ai passée aux États-Unis. Elle te permet de prétendre à devenir commandant de bord. D'accord. Après, pour devenir commandant de bord, il faut beaucoup d'expérience. Ouais. Il faut beaucoup d'heures de vol. Et ensuite, ça va dépendre de la compagnie. D'accord. La compagnie, si elle a un besoin, elle lance un appel de candidature et dit, écoute, j'ai besoin de 3 commandants de bord. Après, il faut postuler. On fait des tests écrits, voilà, et des tests pratiques. Et après, à l'issue de cela, on dit, écoute, vous étiez 10, voilà les 3 qu'on va former. Retenir, ok. Et après, tu es formé. Ok. Tu peux être commandant de bord, tu peux être instructeur, tu peux être examinateur. Il y a plein de choses dans l'aviation. Ouais. Mais toi, le prochain objectif, Inch'Allah, c'est être commandant. Je l'espère. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, Maodo, ça a été un plaisir de te recevoir. Plaisir de partager. Que tu nous racontes, c'est ça, tout cet envers du décor qu'on ne peut pas imaginer. Tu vois, le parcours que ça a été pour toi aujourd'hui, d'être pilote. Je trouve que c'est super intéressant que tu sois là parce que c'est intéressant que des jeunes en Afrique, en général, puissent peut-être tomber sur ce podcast et se dire que on peut rêver. On peut rêver d'être pilote. On peut rêver d'être dans les airs et on peut y arriver, surtout. Je trouve que ce qui a été très important dans l'épisode, ce que tu nous as expliqué, c'est avoir un entourage solide qui t'encourage, qui te pousse à réaliser tes rêves. Parce que comme tu l'as dit, tes parents auraient pu essayer de te pousser dans d'autres voies, mais ils ont vu que c'était
le feu qui te rongeait, ils ont vu que c'était ta passion, ils t'ont encouragé. Ça a pris peut-être plus de temps que ce que tu voulais, mais ils ne t'ont pas abandonné, tu n'as pas abandonné. Tu vois, moi, c'est ça que je retiens beaucoup de ton histoire. Ça te montre qu'une passion peut t'amener à réaliser des choses extraordinaires. Ouais. Parce que j'imagine que le Maodo qui espérait avoir le joystick le soir pour jouer à Flight Simulator, s'il savait qu'aujourd'hui, tu vois, il est sur ce type d'avion et qui pilote et qui fait à travers le monde, tu vois, aujourd'hui, et je pense qu'il aurait des étoiles plein les yeux, tu vois, si on lui disait qu'un jour, tu vas vraiment devenir pilote, que ça sera plus un joystick que tu auras devant toi, tu vois. Donc, je trouve que c'est super inspirant. Et tu vois, j'ai beaucoup aimé la partie où tu nous as raconté les examens en Afrique du Sud, où tu as expliqué que vraiment, les heures de travail que tu as mises pour essayer de comprendre pourquoi tu avais échoué une première fois l'examen, une deuxième fois, et toujours te remettre en question et toujours vouloir aller plus loin, toujours vouloir pour repousser la limite pour atteindre ton rêve, tu vois, parce que le seul fil conducteur de tout ça, c'est que c'est un gamin qui avait un rêve et qui fait tout pour atteindre son rêve jusqu'à devenir commandant, tu vois. Donc, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Inch'Allah, amin. Inch'Allah, que tu reviennes dans ce fauteuil et nous dire que c'est bon. Inch'Allah. Là, je suis commandant. Et qu'est-ce que ça fait d'être commandant, tu vois. Donc, vraiment, merci énormément de partager ton parcours. Merci énormément de faire rêver plein de jeunes Africains et Africaines, parce qu'il y a de plus en plus aussi de femmes pilotes. Exactement, tu vois, et je trouve que c'est bien cette nouvelle génération parce que vous nous montrez, tu vois, sur les réseaux, vous nous montrez ce que c'est que d'être pilote. Vous nous montrez qu'il y a des profils. T'as pas besoin d'avoir 40 ans, 50 ans, tu vois, pour être pilote. Parce que souvent, quand on pense pilote, on pense des gens qui sont d'un certain âge. Vous nous montrez que des pilotes africains, ça existe, tu vois, parce que moi, je me rappelle, plus jeune, j'avais l'impression de voir toujours que des vieux Européens qui pilotaient, tu vois. C'est vrai. Donc, je trouve que cette nouvelle ère qui documente, qui montre leur travail, ça nous permet de démocratiser le métier de pilote et de donner une nouvelle image, une image plus proche de nous, plus jeune du métier et qui montre que c'est possible aujourd'hui d'être pilote, que c'est pas un rêve si loin, tu vois. Donc vraiment, encore une fois, merci énormément. Et n'oubliez pas, il y a le bonus qui arrive. Dans le bonus, il va nous raconter l'aventure avec Biram. En tout cas, la team incroyable. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ou regarder cet épisode. Si vous avez des gens dans votre entourage, des enfants, des cousins, des neveux qui veulent devenir pilotes, envoyez-leur l'épisode pour qu'ils voient le parcours de Maodo, qu'ils voient que c'est possible. Je vous invite à aller le suivre sur tous ses réseaux, sur toutes ses plateformes, pour voir ce qu'il fait au quotidien, pour voir les paysages incroyables qu'il prend en photo depuis l'avion. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao la team incroyable, peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.